Bonsoir à toutes et tous et merci de votre présence. Merci aux habitués de nos conférences et aux nouveaux qui sont nombreux ce soir et qui seront probablement des fidèles en devenir. Depuis sa création, le Cercle d'Agora Politique a touché plusieurs centaines de personnes, avec une jauge moyenne de 150 personnes par conférence, et nous nous en réjouissons. Mais je ne vous cache pas notre inquiétude quant à la saison prochaine, puisque cette salle va disparaître, et que la salle de la Fée-Viviane ne pourra accueillir que 130 personnes au format conférence, sauf confirmation du contraire, car les chiffres les plus farfelus circulent sur ce sujet. En tout cas, merci encore de nous accompagner dans notre démarche éminemment démocratique de débat que nous souhaitons constructif. Nous abordons ce soir, et pour la seconde fois depuis notre création, le rapport de l'enfance à la société. Après avoir traité de l'influence des écrans sur les jeunes enfants, nous nous attarderons ce soir sur un autre fléau qui touche notre jeunesse, le harcèlement scolaire. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour nos enfants, disait Charles Péguy. Or, l'actualité ne nous épargne aucune souffrance. Des enfants meurent sous les bombes sur les théâtres des conflits qui secouent la planète. Ils sont violés, prostitués, battus, emprisonnés parfois. Leur force de travail est exploitée dans de nombreux pays. Dans nos quartiers, dans nos écoles, les enfants subissent la violence de la société, renforcée par des réseaux sociaux incontrôlés et parfois par la maltraitance institutionnelle. La pauvreté, la ségrégation, le racisme, le sexisme touchent de plein fouet cette population, la plus fragile. Avec les parents d'élèves de l'école Paul-Émile Victor, nous nous arrêterons ce soir sur le harcèlement en milieu scolaire. Et pour ce faire, nous avons la joie d'accueillir Bruno Humbeck, psychopédagogue, docteur en sciences de l'éducation et qui nous vient de Belgique, chargé d'enseignement à l'université de Mons. Nous aurons sûrement l'occasion de revenir sur les différences de prise en charge de la problématique du harcèlement entre nos deux pays. Nos amis belges étant souvent en avance sur la France, comme dans le domaine de la justice restaurative ou dans la prise en charge de la vieillesse et de la fin de vie. Avant de céder la parole à notre invité, je laisse à l'association des parents d'élèves de l'école Paul-Émile Victor de Sarre-et-Loire le soin d'introduire notre sujet de ce soir. Alors je vais faire un petit clin d'œil à Guillaume Meurice qui est venu ici avec vous il n'y a pas si longtemps, qui parlait de l'humour oppresseur. Vous aviez évoqué cette thématique. Et pardon, il disait on peut harceler avec de très bonnes blagues. Et lui, il invoquait sa moralité en disant c'est quand même un peu con, puisque tu sais être drôle, attaque-toi plutôt à plus gros que toi. Alors je trouve que ça c'est faire le lien entre les différentes conférences et puis mettre en lumière l'un des mécanismes du harcèlement qui est celui de la disproportion des forces, de l'isolement, qu'on va certainement revoir. Je suis là devant vous pour représenter l'association des parents d'élèves de l'école primaire publique Paul-Émile Victor. Nous avons à cœur, nous essayons d'œuvrer avec toute la communauté éducative, bien sûr, pour que tous les enfants se sentent bien à l'école, ou du moins, lorsque cela ne va pas, d'être à l'écoute. Or, on sait, alors si on prend, il y a diverses enquêtes internationales, nationales sur le harcèlement. Si l'on prend l'enquête nationale française, pilotée par le ministère de l'Éducation nationale, durant l'année scolaire dernière, sont recensés 5% au niveau des enfants qui sont du CE2 au CM2, 5% des enfants qui sont du coup dans des situations emprisonnés, dans des situations de harcèlement, qui sont donc victimes. Et ça, c'est un peu équivalent, je ne sais pas s'il y a du monde du collège et du lycée, c'est un peu équivalent. On a 6% des enfants au niveau du collège et 4% au niveau du lycée, selon ces enquêtes qui ont été remontées. Mais si on prend les cas de l'école primaire, on a 19% des écoliers qui sont dans des situations dites à surveiller. Donc ça veut dire bien sûr que de nombreuses situations de harcèlement débutent, enfin il y en a à l'école élémentaire, il y en a, voilà, et elles débutent aussi à l'école élémentaire et peuvent se poursuivre ensuite au collège. Donc ça c'est quelque chose qui est important à savoir peut-être. Et autant d'enfants, je pense qu'on y reviendra, vont être auteurs de situations de harcèlement. Donc on a les victimes, on a les auteurs et davantage encore ceux que M. Humbeck pourrait qualifier de spectateurs, puisque voilà, il y a des témoins, il y a des gens qui sont présents lors de ces situations. Et d'ailleurs, alors les mécanismes sont parfois difficilement visibles pour les adultes, mais en tant qu'adulte, on est aussi parfois témoin de la situation. Ce qui est sûr, c'est que les adultes professionnels comme parents ont un rôle à jouer, ont un rôle capital.
Le ministère de l'Éducation nationale en France déploie un gros programme qui s'appelle phare pour former une communauté protectrice autour des élèves, pour sensibiliser les familles, sensibiliser les enfants, et aussi pour intervenir efficacement lors de situations de harcèlement. Nous, en tant que parents, on sait que les recherches disent que les enfants, quand ils sont confrontés à une répétition importante, vont en parler. Donc ils en parlent. C'est pas toujours le cas. Et en tout cas, ce n'est pas toujours le cas et c'est difficile pour eux d'en parler pour différentes raisons. Ça peut être parce que, bien sûr, on a en tête la peur des représailles. Ça peut être parce qu'il faut prendre conscience du mécanisme de domination. C'est pas simple pour un enfant. Ça peut être la culpabilité et la honte qui vont s'installer au fur et à mesure, qui sont de plus en plus présentes. La peur de perdre des amis, c'est quelque chose de très important, l'appartenance. Et le besoin de protéger sa famille, de la laisser en dehors de tout ça. Alors, comment parler à nos enfants, qu'ils soient potentiellement victimes de violences récurrentes, témoins ou auteurs, autrices? Comment aider? Que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? En tant que représentants de parents d'élèves, nous avons été interpellés par des familles ou avons accompagné des familles sur des situations de harcèlement. En tant que parents d'élèves, nous nous posons des questions pour aider nos enfants à mieux grandir et leur permettre de vivre des valeurs de solidarité et de coopération, empêchant domination et isolement. Leur permettre d'être surtout eux-mêmes et de s'épanouir avec les autres. Du coup, nous écouterons toute l'expertise de M. Mbeck, psychopédagogue, sur ces questions. Et si vous en avez l'intérêt, une membre de l'association a travaillé à une bibliographie. Donc voilà, si vous voulez la littérature jeunesse ou la littérature en lien avec ces questions-là, on a des bibliographies qu'on peut transmettre. Donc voilà, nous vous remercions. Et l'APE, Paul-Émile Victor, en tout cas, peut poursuivre les actions autour de ce phénomène si besoin. Donc n'hésitez pas à faire remonter et à venir vers nous. Et vous trouverez également donc, le livre de M. Mbeck en vente à la sortie de la salle. Voilà, merci bien. Alors, juste pour savoir à qui j'ai affaire, qui est enseignant ici, donc qui est enseignant ou directeur d'école ou alors j'insiste toujours là-dessus parce que on n'est pas dans les heures effectivement d'école et il y a toujours à chaque conférence il y a des enseignants, il y a des directeurs d'école parce que effectivement c'est un sujet qui préoccupe tout le monde. Alors un sujet très sensible. Alors je pense qu'il faut être très attentif aussi à ce qu'on fait quand on parle de harcèlement. C'est un mot. Enfin moi j'ai passé toute une partie de ma carrière à parler de ce mot pour sensibiliser. Je passe maintenant toute une autre partie à éviter d'en parler parce qu'on l'utilise de manière parfois complètement inadéquate et que, notamment en France, ça pose encore plus de problèmes qu'en Belgique parce qu'il y a une hypersensibilité aux termes, une pression intense qui a été mise sur les écoles, pression juridique notamment, et donc on en arrive à utiliser le mot harcèlement comme ce qu'on appelle un mot bélier, c'est-à-dire un mot qui va fracasser la porte de l'école. Mon enfant est harcelé. L'école fait un diagnostic, on va le voir avec une définition qui est souvent obsolète, qui ne fonctionne plus, notamment parce que le cyberharcèlement a rebattu les cartes par rapport à la mécanisme, au mécanisme qu'on va analyser ensemble, mais la définition juridique du harcèlement ne fonctionne plus. Or, l'école se base encore trop souvent sur cette définition-là. Et donc le cas de figure qu'on retrouve le plus souvent, c'est les parents disent « mon enfant est harcelé », l'école dit « c'est pas vraiment du harcèlement », du coup les parents déduisent donc « vous n'allez rien faire », et l'enfant, il se trouve au milieu de tout ça. Et c'est tout le problème, effectivement, quand les relations entre l'école et la famille sont tendues, celui qui trinque, c'est toujours l'élève. Parce qu'il voit effectivement des adultes qui se battent plus pour savoir quels mots on met sur ce qu'ils sont en train de vivre, que de trouver des solutions, parce qu'elles existent, ces solutions, des outils qui existent, on va en parler. D'ailleurs, à chaque conférence, je transmets ces outils aux personnes qui l'ont organisé pour que tous ceux qui sont intéressés par les outils puissent en disposer. Alors, ces outils, ça se présente sous forme de fiches outils, 3 pages. Vous savez, moi j'ai écrit beaucoup de bouquins sur le harcèlement. Mes éditeurs m'en veulent très fort parce que je ne les conseille jamais. Mon éditeur me dit toujours, mais 300 pages, t'imagines pas un enseignant qui a passé toute sa journée à l'école, il va pas lire des briques le soir de 300 pages. Donc j'ai fait des livres beaucoup plus courts, 100 pages. C'est encore trop long. Je fais maintenant des fiches outils, 3 pages. Comment est-ce qu'on met en place l'outil avec un petit clip qui explique comment on fait. Et là, effectivement, les enseignants, à ce moment-là, on se rend compte que c'est vraiment efficace. Alors, le problème, c'est qu'ils n'achètent plus les bouquins, mais c'est pas grave. Les outils circulent. Et on sent effectivement ce besoin d'avoir des outils, ce besoin de savoir comment est-ce que je vais gérer le climat de classe. Même s'il n'est pas question
de diagnostiquer du harcèlement. Si mon enfant souffre, moi j'ai besoin, à un moment donné, s'il vit ce qu'on appelle des secousses émotionnelles. Je vais prendre un exemple tout à fait banal. Une petite fille, un petit garçon qui n'est pas invité aux anniversaires. Tout le monde est invité, sauf cet enfant-là. C'est pas la faute de l'école, hein. L'école n'a pas le pouvoir d'obliger les parents à inviter tout le monde ou personne. Cette petite fille va être triste, va être en colère, va vivre des émotions. C'est pas un problème qu'elle vive des émotions, on le sait. L'école est un lieu, comme la famille, où toutes les émotions vont se vivre. Joie, tristesse, colère, peur, dégoût. On va vivre l'ensemble des émotions. Une école qui vous dirait, votre enfant, on va assurer son bien-être continu, il sera tout le temps content, elle est en train de vous mener en bateau, ça n'est pas possible et ce n'est même pas souhaitable. On doit pouvoir vivre toutes les émotions dans les bains de vie dans lesquels on est amené à grandir. Le gros problème de l'être humain, c'est que lorsqu'il a une secousse émotionnelle, il en vient très vite à se poser des questions, il fait des états d'âme avec ses émotions. Mais pourquoi est-ce qu'on ne m'invite pas? Est-ce que je suis trop ceci? Est-ce que je ne suis pas assez cela? Et là, effectivement, on doit déjà pouvoir intervenir pour éviter qu'un enfant se pose de mauvaises questions par rapport à lui-même. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est ce qui se passe chez un être humain quand il est amené à se poser des questions de manière trop intense ou trop fréquente, il finit par créer des sentiments, c'est-à-dire des visions du monde qui lui rendent ce monde impossible à vivre. C'est ça le problème, effectivement, de l'enfant qui se vit comme harcelé, c'est qu'il a l'impression, effectivement, alors déjà, premier élément qu'il faut toujours concevoir quand on est un parent, et un enseignant aussi, il faut surtout éviter de demander aux enfants, aux adolescents, dis-moi objectivement ce qu'ils te font. Qu'est-ce qu'ils te font? Parce qu'il faut savoir que le harcèlement, c'est plus la crainte de ce qu'on pourrait me faire que ce qu'on me fait réellement. Le vrai harceleur, et l'introduction où l'on parlait de Guillaume Meurice, on va le voir, l'humour est le premier trait qu'on met en avant pour pouvoir mettre en place des dynamiques de prise de pouvoir. La confusion entre l'humour et la moquerie, qui dans nos sociétés fait beaucoup de dégâts, eh bien, le vrai harceleur, il va rester toujours dans des limites qui font qu'il ne sera pas nécessairement sanctionné, parce que, par exemple, on va vous donner un surnom, on va se moquer un peu de vous, mais on va vous dire un jour, on va te faire des trucs, tu n'imagines même pas. Et là, vous maintenez la terreur. C'est le principe même, effectivement, des mécaniques qui font que lorsqu'on demande à un enfant, mais ils te font quoi exactement? Ben, l'enfant perçoit tout de suite qu'il ne va pas être compris parce que ce qu'il craint, c'est ce qu'il pourrait lui faire. Il faut bien comprendre cette dynamique de harcèlement parce que elle est généralement un petit peu simplifiée. Et notamment en France, hein, les décisions qui ont été prises un peu dans une espèce de football panique, hein, quand on a fait du harcèlement un sujet hyper sensible, avec une pression intense sur les écoles, et puis on s'est retrouvé à ce moment-là avec des décisions, on va les analyser très vite ensemble, hein, mais vous verrez qu'ils ne sont absolument pas réalisables et réalistes. Il faut pouvoir comprendre d'abord la mécanique, qui n'est pas un méchant et un gentil. On va imaginer, je vais avoir besoin de vous pour montrer ce qu'est le harcèlement. Je vais venir vous bousculer toutes les 3 minutes. Je viens, je vous bouscule, c'est répétitif, c'est intentionnel de ma part, hein, j'ai l'intention de vous bousculer, et c'est relativement nuisible, c'est pas agréable d'être bousculé. Est-ce que je suis un harceleur selon vous? Oui, non? Non, je suis un emmerdeur. Monsieur va très vite me le dire, si je viens, vous allez dire stop, d'arrêter, si vous ne le faites pas vous-même, quelqu'un le fera à votre place. Si c'était ça le harcèlement, on en aurait évidemment très vite venu à bout. On n'aurait pas besoin de mettre en place des dispositifs complets. C'est un peu plus complexe parce que si chaque fois que je vous bouscule, je regarde les gens qui vous entourent et on sourit de manière connivente, là je deviens harceleur. Parce que je vais figer les rôles. Dominant, dominé, et je vais vous mettre effectivement dans la situation d'incapacité à réagir parce qu'il y aura le poids du groupe. J'ai besoin d'une dame blonde. Est-ce qu'il y a une dame blonde qui pourrait... Voilà, vous êtes blonde. Donc vous avez certainement déjà connu des blagues sur les blondes. Vous connaissez sûrement, exceptionnellement, voire jamais, par un homme seul. Les hommes sont assez lucides pour savoir que ça ne marchera pas s'ils sont tout seuls. Parce qu'effectivement, si je vous fais des blagues sur les blondes seul à seul, vous allez très très vite, si vous ne riez pas, me renvoyer à mon humour un peu lourdingue. Et si vous me faites remarquer que je ne suis pas drôle, c'est comme si vous mettiez une enclume dans les mains. Je vais donc faire ce que font toujours les hommes. Ils attaquent en meute. Et je vais utiliser plusieurs hommes qui, je l'espère, seront assez complaisants avec mon humour sur les blondes. Et vous allez voir que vous allez très vite être coupable 3 fois. Coupable d'être blonde, d'être supposée bête parce que blonde,
Et si vous ne riez pas, on va dire elle n'a pas d'humour, hein, mais c'est parce qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle est blonde, et vous allez être enfermé dans cette situation d'impuissance à réagir qui effectivement est un élément constitutif du vécu de harcèlement. Ce sont des rapports de pouvoir, c'est des rapports d'agressivité hiérarchique qui existent dans tous les groupes humains, et notamment dans les groupes humains démocratiques. Donc une école qui dit il y a du harcèlement chez nous, mais c'est juste une école qui dit nous sommes une école démocratique, il n'y a que dans les dictatures qu'on ne rencontre pas de harcèlement, parce que le pouvoir est centralisé, et que le monopole de la violence, elle est chez celui qui détient le pouvoir. Dès que vous avez des jeux de pouvoir, vous allez voir effectivement ces mécanismes se mettre en place dans tous les groupes humains contraints. Pas ce soir, pas vous. Vous n'êtes pas un groupe humain contraint, je suppose que vous êtes venu librement, et au bout de la séance, vous allez vous séparer. Et donc, il ne va rien se passer de grave. Par contre, les groupes humains contraints, c'est ce qui se passe quand vous mettez une classe. Tu vas devoir vivre avec cela. C'est une équipe d'enseignants. C'est vos équipes professionnelles, quand vous travaillez, vous êtes avec des groupes humains contraints. C'est les émissions de télé-réalité, ils nous les montrent de façon un peu spectaculaire, parce qu'ils le font artificiellement. C'est juste des êtres humains, on leur dit, vous allez devoir partager un territoire pendant une durée déterminée. Et vous allez voir que ça se passe toujours de la même façon. Dans un premier temps, euphorie communautaire. Qu'est-ce que c'est chouette d'être ensemble. On a l'impression qu'ils sont copains comme cochons. Dans une émission où on les mettait dans un château, dans un loft, tout de suite, instantanément, tout le monde s'entend bien. On appelle ça la basse saison du harcèlement. En septembre, tout va bien. Si vous interrogez un enseignant, il va vous dire... Je pense que j'ai une bonne classe. Et il va rajouter, et on a un bel esprit d'équipe cette année. Ça ne va pas durer, c'est la basse saison. À partir de la mi-octobre, on va commencer à parler un peu sur le dos les uns ou les unes des autres. Ne me dites pas que vous ne le faites pas, et si vous ne le faites pas, faites-le. Il faut pouvoir, à un moment donné, pour maintenir l'illusion de l'euphorie communautaire, il faut pouvoir se dire, si un tel n'était pas là, on serait quand même mieux. Si une telle disparaissait, au moins temporairement, on serait quand même plus serein. On le fait tous. Tous les groupes humains contraints fonctionnent comme ça. Chez les élèves dans les classes, ça prend juste des formes différentes en fonction de l'âge de l'enfant. En maternelle, c'est des bousculades. C'est toujours les mêmes qui bousculent toujours les mêmes. Vous voyez tout de suite ces rapports de pouvoir se mettre en place. Plus l'enfant grandit, plus ça prend des formes identitaires. On ne peut pas jouer avec toi parce que tu n'es pas beau, parce que tu es roux, parce que tu sens mauvais. Ce sont des secousses émotionnelles. On ne peut pas parler de harcèlement à ce moment-là, mais on est quand même déjà dans des manifestations de rejet. Et on doit déjà pouvoir agir, on verra comment, déjà à ce moment-là. Regardez une émission de télé-réalité, il ne faut pas les pousser dans le dos pour qu'ils fassent des nominations. C'est un mécanisme naturel de mise à l'écart à l'intérieur d'un groupe humain contraint qui va être amené à rester ensemble. Basse saison, moyenne saison, ensuite on a la haute saison. On est en pleine haute saison pour le moment, c'est-à-dire qu'il se passe ce qui se produit naturellement quand des groupes, des sous-groupes et des couples sont constitués. Eh bien, inévitablement, et ne faites pas l'exercice parce que vous allez m'en vouloir très fort, mais si vous voulez vraiment prendre le risque, avec votre conjoint, ce soir, après la conférence, vous décidez de ne plus critiquer qui que ce soit, de ne plus vous moquer de quiconque. Je vous promets que vous allez m'en vouloir très fort, parce que dans les 3 semaines, vous allez devoir consulter. Il y aura trop de tension dans votre couple, les liens ne seront pas assez nourris, parce que on a tous cette tendance à nourrir nos liens et à évacuer l'agressivité en critiquant les autres. Ce sont des mécanismes naturels, mais qui expliquent qu'un enfant qui a été mis à l'écart, il est à haut risque pour le moment de vivre des situations qui alors ressemblent beaucoup plus à des situations de harcèlement. C'est pour ça qu'on parle de haute saison, avec le cyberharcèlement. Donc souvenez-vous de ce qu'on mettait en place comme dynamique de harcèlement, donc un dominant, un dominé, et le rôle qui est figé de l'un et de l'autre, et ce qu'on appelle les spectateurs, qui sont indispensables dans le harcèlement entre pairs pour figer les rapports de domination. Sur les réseaux sociaux, le nombre de spectateurs augmente de manière intense, ce qui rend complètement obsolète la définition, puisque quand on vous dit que ça doit être répétitif, moi quand j'entends encore des écoles dire « Ah mais non, ça a eu lieu une fois ». Sur les réseaux sociaux, si vous êtes massacré sur un réseau social, on appelle ça le flaming, c'est un seul comportement. Une fois, mais chaque fois que c'est répété, chaque fois que vous avez un like, chaque fois que c'est commenté, vous avez l'impression que l'agression recommence. Et donc il n'est plus question de dire il faut utiliser ces critères juridiques qui ne tiennent pas la route, dire par exemple ça doit être nécessairement répété, ça doit être nécessairement intentionnel. Le nombre de situations tragiques dans lesquelles les agresseurs vont vous dire
ben on rigole, c'était de l'humour, on ne voulait pas faire mal. Et c'est partiellement vrai. La confusion entre l'humour et la moquerie, elle fait des dégâts considérables dans les démocraties. Et on doit tout ça au latin. Les Grecs étaient beaucoup plus subtils. Ils avaient deux mots différents, le ghélan et le kataghélan, le rire positif et le rire négatif. C'est les latins qui ont tout mélangé. Par économie de langage, ils ont dit le risus, ça suffira pour tout. Et on va ranger le rire. Et on va s'autoriser, effectivement, à rire de tout. Alors, comment faites-vous la différence entre humour et moquerie, spontanément, comme ça? C'est quoi de l'humour? C'est quoi la moquerie? Allez-y, dites-moi le critère que vous avez. Alors, ça, c'est l'impression que tout le monde a, effectivement. Si on rit, si tout le monde rit, c'est qu'on est dans l'humour. Ce qui explique, effectivement, que madame va finir par rire des blagues sur les blondes, parce qu'elle va s'obliger à rire, et donc on va dire, mais c'est de l'humour, hein. Et toute la confusion vient de là, et c'est ce qui explique qu'un grand nombre d'enfants, d'adolescents victimes de harcèlement en viennent à rire des blagues qu'ils subissent, parce qu'ils s'obligent, ce qu'on appelle l'autodérision, qui n'est accessible qu'aux personnes qui ont une estime d'eux-mêmes très stable. Si votre estime de vous-même n'est pas stable, n'utilisez pas l'autodérision, ça va être l'affaissement complet de votre identité. L'autodérision, il faut être très sûr de soi pour pouvoir l'utiliser. Et dans notre société, malheureusement, on vous dira effectivement, vous savez, les Belges ont la réputation d'avoir beaucoup d'autodérision. Vous savez, c'est dû à quoi? C'est parce qu'on est un pays où on n'a pas trop de soucis. Et donc, avec un produit international brut qui est relativement élevé, une estime de soi qui est tout à fait stable, on est assez content d'être belge, et donc on est capable d'utiliser l'autodérision sans le moindre problème. Je ne suis pas sûr que dans les pays dans lesquels on a une pression économique ou autre, au Darfour, il n'y a pas d'autodérision, je peux vous assurer, parce qu'il faut effectivement avoir une identité tout à fait installée. C'est ça le mécanisme, effectivement, qui fait que certains, parce qu'ils ont implicitement la définition que vous avez, vont être amenés parfois à rire. J'ai toujours en tête cette petite fille que j'avais en consultation qui me disait que lorsque il se moque un peu de moi, il se moque de mon surpoids, et j'en souffre, mais je ne comprends pas, j'aurais écrit une chanson dans laquelle je m'appelle Boulette, et je l'ai fait chanter la chanson où il se moque de moi. Elle dit, pourquoi je fais ça? C'est juste ce qu'on appelle l'accommodation, dans lequel on ne veut surtout pas être pris en flagrant délit d'absence d'humour. Or, l'humour, c'est pour ça que je regrette vraiment cette distance qui avait été si joliment réalisée par les Grecs, parce qu'eux, ils respectaient deux rires qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le ghélan, c'est le rire positif. Il vient d'un rire qui se produit uniquement dans des contextes ludiques, créateurs de liens bienveillants et sécurisés. C'est un rire que vous allez constater chez les petits rats juvéniles, les petits singes, mais uniquement juvéniles. C'est une espèce de gazouillis, mais qui ne se produit que dans ces contextes-là. C'est un rire que vous pouvez provoquer ou éprouver si vous chatouillez quelqu'un ou si vous êtes chatouillé par ce quelqu'un. Sauf que, imaginez, vous sortez d'ici et quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout vous chatouille. Je vous promets que vous n'allez pas rire. Parce qu'il faut un contexte sécurisant. On ne rit que si on connaît très bien la personne qui nous chatouille et si on a un rapport tout à fait sécurisé avec cette personne-là. Donc il faut un contexte sécurisant. Il faut aussi un contexte ludique. Si votre conjoint, dans une scène de ménage un petit peu intense, essaye de vous chatouiller, je vous promets que vous n'allez pas rire non plus et vous allez très vite le renvoyer à ses chères études en disant c'est pas le quart d'heure, on n'est pas là pour rigoler parce qu'il faut un contexte ludique pour pouvoir effectivement avoir envie de manifester ce rire-là. Et si vous voulez voir à quel point c'est relationnel bienveillant, ne le faites pas maintenant parce que ça va vous rendre un peu pathétique. Mais attendez de rentrer chez vous, placez-vous devant un miroir et pratiquez ce qu'on appelle l'auto-chatouillement. Donc chatouillez-vous vous-même. Si vous riez à les consulter, c'est que vous n'êtes pas bien. L'auto-chatouillement ne produit pas de rire. On rit dans un contexte relationnel. Alors évidemment, ce rire-là, quand on le voit dans une classe, les enseignants disent ça, c'est sympa, tout le monde s'amuse, il y a un contexte sécurisant, il y a une place pour le ludique, et on est dans du relationnel bienveillant. Et c'est pour ça que lorsqu'on utilise la moquerie, c'est-à-dire le sarcasme qui brise, l'ironie qui met à distance, la dérision qui rend tout petit, ce sont les stratégies qu'on utilise dans les démocraties pour affaiblir quelqu'un avant de l'évacuer. On le brise, on le rend tout petit, on le met à distance. Et donc forcément, lorsque on veut faire passer la moquerie qui est tout à fait autre chose, qui n'a
absolument rien à voir avec ce rire sécurisé, bienveillant et dans un contexte ludique. Le Katagelan, lui, il ne vient pas du gazouillis des petits singes, il vient du rictus menaçant des singes adultes. Si vous voulez voir comment ça fonctionne, vous allez dans un zoo. Vous envoyez votre poing, enfin faites semblant, en direction des chimpanzés. Vous allez voir, ils vont sortir leurs lèvres, retrousser leurs lèvres, montrer leurs dents. Les gens qui ne connaissent pas les chimpanzés vont dire, regarde, il rigole. En fait, il ne rigole pas. Il défend son territoire ou il agresse le vôtre. Si vous n'avez pas le temps d'aller voir, d'aller dans un jardin zoologique, vous tapez Donald Trump. Vous aurez exactement le rictus menaçant des singes adultes. Il a la mâchoire acérée, il a le regard ciblé et il a ce rictus-là. Moi, je l'analyse d'un point de vue éthologique avec mes étudiants et on a exactement le rictus menaçant des grands singes. Et vous allez constater quelque chose de tout à fait particulier. Si vous partagez les cibles de Trump, eh bien, vous allez le trouver terriblement drôle. Les partisans de Trump le trouvent irrésistible. Si vous ne partagez pas ces cibles, vous n'allez pas comprendre comment ces gens arrivent à le trouver drôle. Vous aurez même tendance à le trouver agaçant. Et vous ne devrez pas du tout vous forcer pour ne pas rire. Vous serez agacé par ce qu'il présente comme de l'humour, qui en réalité est une forme de charge agressive. C'est pour ça que lorsqu'il y a de la moquerie, lorsqu'elle est partagée, il faut tout de suite accepter que ce n'est pas l'émetteur qui définit si on est dans l'humour ou la moquerie, c'est le récepteur qui a la pleine puissance pour dire s'il a été émotionnellement blessé et s'il a été affecté. Et c'est ce qu'on doit nécessairement faire avec nos enfants. C'est-à-dire pas sortir. Vous savez, quand un enfant, par exemple, vit un impact émotionnel. Je suis en colère parce qu'on se moque de moi ou je suis triste. Le réflexe est beaucoup trop souvent de dire « mais non, c'est toi qui es trop sensible, tu sais, c'est de l'humour ». Non, si tu es blessé, c'est qu'effectivement, tu as vécu une émotion chez un être humain, ça se dit et ça ne se contredit pas. C'est pour ça que plutôt qu'aller chercher des diagnostics trop précoces, mon enfant est harcelé, non, mon enfant vit une émotion. C'est beaucoup plus facile à communiquer à l'école, qui sait beaucoup mieux ce qu'elle peut faire, on verra quel outil on peut mettre en place, lorsque vous avez ces fameuses secousses émotionnelles qui ne doivent absolument pas être mises en question. C'est vraiment important au niveau d'un parent. L'intervention, elle suppose d'abord un ensemble de manières de faire qui d'abord, dans un premier temps, peuvent convaincre l'enfant qu'il n'est pour rien dans ce qu'il vit. Si on se moque de vous, c'est pas vous le responsable, et vous n'avez aucune caractéristique, d'ailleurs toutes les recherches le montrent, qui explique ou qui justifie le harcèlement dont vous faites l'objet. Ça, il faut tout de suite le dire à l'enfant ou à l'adolescent, il n'y a rien. C'est aléatoire, ça tombe sur la tête des uns ou des autres de manière complètement aléatoire. Aucune recherche n'arrive à définir le profil d'un enfant harcelé. Il n'y en a pas. Du tout, c'est vraiment tout à fait aléatoire. Ce sont des situations qui se mettent en place dans lesquelles, par exemple, on se rit de vous, et puis moi j'ai pris du pouvoir en riant de vous, on va recommencer. Une fois, deux fois, trois fois, vous allez avoir un certain type de comportement par rapport à ce qui se met en place en termes de situation. C'est pour ça qu'on parle de situations qui sont vécues comme harcelantes. On ne cherche pas à identifier un harceleur et un harcelé. Ce sont des situations qui peuvent d'ailleurs évoluer très fort, on verra pourquoi et comment. Mais c'est important de toujours créditer ce que dit l'enfant à ce niveau-là, ce qu'il ressent comme émotion. Pas chercher tout de suite à minimiser ou à maximiser, tu es harcelé, catastrophe, ou minimiser, mais c'est pas bien grave, ou pire que tout, tu es hypersensible. Oubliez cette notion d'hypersensibilité qui est une sociopathie, c'est-à-dire dans un monde dans lequel vous avez beaucoup d'émotions qui sont provoquées par l'état du monde actuel, il est normal que les gens intelligents soient particulièrement sensibles. Et donc, ils ne sont pas trop sensibles, ils sont juste normalement sensibles dans un monde qui développe beaucoup trop d'émotions. Lorsqu'on m'amène des enfants en disant « il est hypersensible, vous ne voulez pas gérer son hypersensibilité, comme ça il ne sera plus harcelé », je suis toujours obligé de dire « on va arrêter, faire en sorte qu'il ne soit plus harcelé, et vous verrez que son émotivité va revenir à un niveau normal ». Et donc, l'émotivité chez un être humain, dans une démocratie, l'émotion, c'est la seule chose qu'on ne peut pas contester. On ne peut pas contester une émotion, on peut contester une opinion, puisque par nature, dans une démocratie, ça se conteste. On peut évidemment nuancer vos avis, là aussi, un avis n'est jamais total. Si chacun décrit un phénomène, chacun va le décrire de son point de vue, et donc on aura des avis nécessairement différents. Par contre, une émotion, si vous me dites que vous êtes triste, qui suis-je pour dire que vous n'avez pas à être aussi triste, ou que vous n'avez pas à être triste du tout ?
c'est d'ailleurs le vrai problème aussi, et c'est ce qui explique que très peu d'enfants parlent de ce qu'ils vivent, et notamment à leurs parents. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de profil d'enfants harcelés. Le seul profil qu'on a su déterminer, c'est celui des adolescents, des adolescentes cyberharcelés qui se sont donné la mort, donc qui ont vécu des choses insoutenables à leurs yeux. Et c'est tout à fait paradoxal, le profil qu'on a fait ressortir. Moi, je le vois de façon très, très spectaculaire, parce que j'ai dans mon bureau un poster avec les photos de ces différentes adolescents, adolescentes qui se sont donné la mort en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce sont des photos qui m'ont été confiées par leurs parents. Et il y a quelque chose de tout à fait spectaculaire, c'est que ce sont de très belles jeunes filles, de très beaux jeunes garçons, très souriants, tout allait bien. En fait, ils ont généralement suscité chez les autres l'envie. L'envie, c'est un mécanisme très pervers chez l'être humain. C'est lié aux neurones miroirs, c'est-à-dire le fait qu'on se mette à la place des autres. Pour le meilleur, ça crée l'empathie. Pour le pire, ça crée l'envie. Si vous mettez un enfant qui joue avec un jouet, mettez 2 enfants face à cet enfant-là. Si l'enfant prend du plaisir à jouer, pour cet enfant-là, pour les 2 enfants, il faudra ce jouet-là. Vous pouvez proposer tous les jouets du monde, parce que simplement, on a envie d'être à la place. Évidemment, quand on crée de l'envie, c'était le cas de la majorité de ces jeunes filles, ces jeunes garçons pour lesquels tout se passait bien. Lorsque vous tombez de votre piédestal, d'une manière ou d'une autre, soit parce que vous avez commis une imprudence numérique, soit parce que 2 copines, 2 grandes copines qui se disputent, ça c'est un grand classique du genre, la meute va se déchaîner contre vous et vous n'êtes pas du tout équipé pour y faire face. Alors, une des caractéristiques qu'on a trouvées, c'est effectivement ces mécanismes-là, avec un silence symptomatique absolu. Il faut arrêter de dire, ce que malheureusement vous dites beaucoup trop souvent en France, « Ah, mais il faut être attentif aux micro-signaux ». Il n'y en a pas. Il n'y a pas de micro-signaux. Surtout dans le cyberharcèlement, on ne le voit pas arriver. Le harcèlement est un processus plus lent, mais le cyberharcèlement accélère tout, et tous les parents vous diront « On n'a rien vu venir ». C'est comme un éclair dans un ciel bleu. Et donc c'est pour ça aussi qu'on verra qu'il ne faut pas demander à des enseignants de voir ce que même des parents n'ont pas vu. Ces fameux micro-signaux, j'étais sur le plateau de BFM il y a quelque temps, et le journaliste pose la question de savoir à quoi est-ce qu'on voit qu'un enfant est harcelé. Il pose toujours à peu près les mêmes questions. Qu'un enfant est harcelé ou cyberharcelé. Et j'étais avec une dame dont je ne dirai pas le nom, mais qui se présente partout comme étant une grande spécialiste du harcèlement, et elle répond des maux de ventre. Je suis désolé, des maux de ventre, c'est beaucoup plus symptomatique d'une gastro-entérite, et pas du harcèlement. Vous avez des tas de situations de harcèlement sans maux de ventre, et le mot de ventre n'est pas systématiquement annonciateur de phénomènes comme étant celui du harcèlement. Il faut arrêter de penser qu'on peut voir les choses. Il faut qu'elles se révèlent. Parce qu'il faut que les enfants osent parler, parce que c'est un des éléments qu'on voit très très peu. Ils ne parlent pas de ce qu'ils vivent, notamment à leurs parents, pour un phénomène qu'on appelle la délicatesse paradoxale. C'est-à-dire, en fait, ils ont peur de faire de la peine à leurs parents. Songez aux premières questions que vous avez posées à vos enfants quand vous avez été les chercher à l'école, dans les premiers jours d'école. Les questions, c'est toujours quelque chose du style « ça a été ». Et on attend « oui ». Tout ce qui est en dehors du « oui », l'enfant perçoit tout de suite que ça va être un problème pour papa et maman. Et donc, ils en arrivent effectivement à ne pas dire. Alors, j'ai eu l'occasion... Parce qu'en fait, je me suis préoccupé du harcèlement en travaillant, moi, sur les mécanismes de résilience, il y a de ça une vingtaine d'années. Et donc, j'ai été dans toutes les écoles dans lesquelles il y avait ces traumatismes qui étaient liés au décès d'un élève. Et donc, j'ai eu l'occasion d'analyser en profondeur ces différents passages à l'acte suicidaire. Il y a toujours une lettre qui explique. Et elle est toujours libellée de la même façon. C'est ce qui explique bien cette délicatesse paradoxale. Papa et maman, je vais faire quelque chose qui va vous désespérer. J'en suis désolé, mais j'ai plus la force de vivre. Ils sont conscients qu'ils vont désespérer leurs parents, et ils en sont vraiment, vraiment désolés. C'est pour ça qu'on parle de délicatesse paradoxale, parce que juste après, ils expliquent « Je ne vous ai pas dit ce que je vivais, parce que j'avais peur de vous faire de la peine. » Donc vous imaginez, ils vont les désespérer, mais en même temps, ils ont voulu les préserver. Et donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une énorme délicatesse, mais qui fait que vous avez cette espèce de silence, parce qu'on n'ose pas dire ce qu'on vit. Et il faut pouvoir, effectivement, c'est pour ça que c'est très important, quand on est parent, de pouvoir entendre les émotions négatives de ses enfants. Nos enfants ne sont pas venus au monde pour être tout le temps contents. Ils vont être tristes, ils vont être en colère, ils vont avoir peur. Il faut pouvoir entendre ces différentes émotions, et c'est pas si simple. Parce qu'un parent, il n'est pas équipé pour ça. Nos proches ne sont pas équipés pour entendre nos états émotionnels. Imaginez une scène dans laquelle vous êtes avec votre enfant, votre meilleur ami, votre conjoint, et il vous dit qu'il est triste. Vous allez voir, dans les 3 minutes, vous êtes configuré
pour lui dire que tu ne dois pas être triste, tu sais. Les raisons de ta tristesse ne sont pas aussi graves que ce que tu imagines, et tu as plein de raisons d'être heureux. Ce n'est pas de la malveillance, c'est juste parce que précisément c'est un proche, donc on craint la contagion émotionnelle. Et donc on va tout de suite être amené à essayer de délégitimer l'émotion ou de diminuer son intensité. Si vous êtes un professionnel, vous allez agir tout à fait différemment parce que vous n'êtes pas proche. Vous allez dire, tu es triste, vous êtes triste, vous avez bien raison d'être triste, puisque vous avez vos raisons d'être triste, dites-moi pourquoi vous êtes triste. C'est comme ça qu'on contient une émotion. C'est pour ça qu'un enseignant, c'est un métier particulièrement compliqué, parce que vous êtes un professionnel de proximité. Et donc il va falloir mettre en place, c'est ce qu'on appelle les espaces de parole régulés, qui sont des outils qui se généralisent en Fédération Wallonie-Bruxelles, pour non pas imposer l'empathie, comme le processus de préoccupation partagée, non pas non plus simplement s'imaginer que l'empathie c'est une formule magique et qu'on peut l'enseigner, ça n'est pas vrai, il faut juste la provoquer. Et pour provoquer l'empathie, il va falloir qu'on puisse dire simplement on va protéger ton émotion. Une émotion se dit, ne se contredit pas. Si on a ce mécanisme-là, c'est-à-dire cette tendance à dire l'émotion, tu ne vas pas devoir la justifier ou l'expliquer. C'est terriblement important d'équiper les écoles parce que spontanément, les enfants n'ont pas d'endroit où ils peuvent dire leurs émotions avec la certitude que ces émotions ne seront pas contestées. Il y a des espaces de parole qui existent, mais ils ne sont pas régulés. Et si vous prenez la parole, que vous êtes un dominé et que vous mettez en cause le comportement d'un dominant, le groupe va vous écraser. C'est pour ça que les enfants se taisent dans les groupes quand ils ne sont pas régulés. Il faut protéger cette prise de parole et il faut équiper les écoles parce que demander, par exemple, à l'enfant de réagir par lui-même, ça, c'est terriblement dangereux. Lui dire « vas-y, t'as qu'à répondre du tac au tac ». Il faut vraiment très peu comprendre ce qui se passe dans un cerveau humain pour proposer des solutions comme celle-là parce que, précisément, un cerveau humain, il n'est intéressé que par la survie du propriétaire de ce cerveau. C'est-à-dire, en gros, si vous êtes agressé par des gens qui sont plus puissants que vous, qui sont plus nombreux que vous, qui ont autorité sur vous, vous allez baisser la tête, rougir éventuellement, et vous allez me dire 3 heures, 3 jours ou 3 semaines après, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû lui répondre ça. C'est pas du tout une question de vivacité d'esprit. Ne pensez pas que l'esprit de répartie, c'est quelque chose qui est lié au fait que vous savez répondre du tac au tac parce que votre cerveau est plus vif que celui d'un autre. Pas du tout. Laurent Baffy l'explique très bien. Si vous avez l'occasion de lire son autobiographie, il explique, et avec une vraie modestie, il dit « je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, mais je ne sais pas pourquoi, je ne me sens jamais menacé ». Et donc mon cerveau, effectivement, il est tout à fait disponible pour aller chercher de quoi répondre. Si vous vous sentez menacé, votre cerveau, la seule chose qui le préoccupe, c'est votre survie. Donc, il ordonne, surtout tu ne t'opposes pas. Et on a effectivement des enfants qui, lorsqu'on leur a dit « mais t'as qu'à répondre tac au tac », ou lorsqu'on a appris ça dans le contexte, par exemple, d'un entretien thérapeutique dans lequel l'enfant se sent en sécurité, puis il se retrouve dans la situation réelle dans la classe, et là, il se rend compte que ça ne marche pas. Pire que tout, on lui dit « mais utilise l'humour ». Vous avez déjà essayé de faire de l'humour avec quelqu'un qui se moquait de vous ? Vous allez entendre des trucs du style « t'as bouffé un clown ? Tu crois que tu vas me faire rire ?» Parce qu'effectivement, on n'est pas au même niveau d'humour. L'un utilise la moquerie, l'autre essaye avec son humour qui est complètement inefficace et qui est hors propos. Et donc, il faut toujours pouvoir dire à un enfant « ne t'inquiète pas, on va mettre en place des choses dans l'école ». C'est pour ça que je distribue les outils, pour que les parents puissent dire « ces outils existent, il faut qu'on le sache qu'ils existent et ils sont faciles à mettre en place ». Mais ce n'est pas à toi à réagir. Donc, premier réflexe de parent, aucune caractéristique en toi n'explique que tu es harcelé. Deuxième réponse du parent, c'est pas à toi à réagir. On va mettre en place les choses pour pouvoir contrôler ce qui est en train de se passer. En Fédération Wallonie-Bruxelles, on ne parle plus de harcèlement, on parle de gestion du climat de classe. De façon à ce qu'on ne soit pas obligé de faire un diagnostic pour obliger l'école à intervenir et que dès qu'il y a des secousses émotionnelles, on peut mettre en place ces fameux espaces de parole régulés dont je vais décrire très vite le fonctionnement parce que c'est quelque chose qui se met en place relativement facilement. Alors, toutes les écoles ne sont pas équipées. Ne pensez pas qu'en Fédération Bruxelles, on a déjà tout équipé. Et quand j'ai un enfant en consultation, si je lui dis « Ah, désolé, ton école n'est pas équipée, tant pis », c'est catastrophique pour lui. Il a besoin d'entendre. Alors, non pas, il y a des tas d'adultes bienveillants autour de toi, parce que ça, ils le savent. Mais il n'y a rien de pire que la bienveillance non outillée.
Donc, si vous voulez regarder un film sur le harcèlement, le meilleur film qui est sorti sur le harcèlement, il s'appelle Un monde de Laura Vandel. C'est un film magnifique pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est pas un brûlot contre l'école. L'école est une école qui essaye de faire, mais qui est plein de bienveillance, mais qui n'arrive pas, parce qu'elle n'a pas les outils. Alors c'est déjà intéressant que soit ce registre-là. C'est un enfant qui lui-même n'est pas harcelé, mais voit son frère victime de harcèlement, et va craindre tout le temps d'être harcelé. Et ce qui se passe, effectivement, c'est qu'au moment où elle sombre dans la désespérance, c'est le moment où une enseignante, qu'elle adore, qui est bourrée de bienveillance, lui dit cette phrase terrible, « Tu sais, on aimerait bien aider les gens qu'on aime, mais parfois on ne sait pas comment faire. » Et là, elle est complètement désespérée parce qu'elle se dit, si même les gens bienveillants ne savent pas comment faire, alors c'est catastrophique. On a tous besoin autour de nous de personnes correctement outillées. Si vous avez une opération à subir ce soir et que je vous présente 2 chirurgiens, le premier, hyper sympa, bourré d'empathie, mais vous serez sa première opération. Donc ne vous étonnez pas s'il regarde son mode d'emploi, parce qu'il n'a jamais utilisé le matériel qui va être mis dans ses mains, mais il est sympa, hein, vraiment. Il y en a un autre qui est bourru, qui est mauvais comme une teigne, mais qui fait cette opération depuis 25 ans, toujours de mauvaise humeur, mais fait 25 ans qu'il fait cette opération, et il utilise magnifiquement un appareil dernier cri. Vous choisissez lequel? Probablement le deuxième. Ben, les enfants, ils sont comme nous. Ils choisissent les personnes outillées. Ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire. Quand je demande à un enfant ou à un adolescent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a confiance à l'école, je peux vous assurer qu'il trouve toujours quelqu'un. Mais il rajoute, mais je ne suis pas sûr qu'il sait comment il doit agir. D'où l'urgence de mettre à disposition des enseignants des techniques qui vont leur permettre justement de protéger les prises de parole à l'intérieur des groupes, et donc pouvoir parler en termes d'émotion, et qui vont permettre d'avoir des réactions outillées. Alors, un espace de parole régulé, je vais expliquer comment ça se passe, puisque, en fait, je le fais en 10 minutes. On ne va pas demander à des enseignants de faire des formations de 3 semaines, 3 jours, non, 10 minutes. Je l'ai au téléphone, l'enseignant, que l'enfant ou l'adolescent m'a désigné, et en 10 minutes, je lui explique comment on met en place un espace de parole régulé, parce que c'est ça, une fiche outil, c'est ça, une technique. Vous savez, c'est toute la différence entre Freinet et Montessori. Freinet était un enseignant qui distribuait des techniques. Montessori était un médecin qui prenait une méthode. Montessori s'est enrichi très très fort. Vous avez des jouets Montessori. Je vous mets en défi d'aller me chercher des jouets Freinet. Vous ne trouverez pas. Parce que Freinet, lui, l'argent ne l'intéressait pas. Il n'y avait pas du tout de volonté à un moment donné, par exemple, de distribuer des méthodes sous forme de formation. Il distribuait des techniques. C'est beaucoup plus efficace parce que tout le monde peut les acquérir très rapidement. C'est un espace de parole régulé. On sait comment le faire et on se base sur un mécanisme qui nous permet de comprendre comment fonctionne l'intelligence émotionnelle chez chacun d'entre nous. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps pour laisser des places aux questions, je vais me permettre de schématiser très fort. On doit imaginer que dans notre tête, on a l'équivalent de 3 guichets. Un premier guichet qui demande « qu'est-ce que tu ressens ?» et qui vous invite à choisir parmi les émotions de base. Joie, tristesse, colère, peur, dégoût. Ne montez pas dans les états d'âme, parce que les états d'âme supposent de la réflexion. Ne montez pas dans les sentiments. Le sentiment demande une prise en charge. Si vous voulez avoir un superbe cours sur l'intelligence émotionnelle, vous regardez Vice-Versa 1, Vice-Versa 2. Vous aurez un cours magnifique. Alors c'est un Walt Disney extraordinaire, c'est sans doute... il est particulièrement intéressant parce que les scénaristes ont eu 2 intuitions merveilleuses. La première intuition, au début, il faut savoir qu'ils avaient prévu de montrer un enfant traumatisé avec une espèce de chaos émotionnel pas possible et un adolescent exposé au traumatisme. Et puis ils se sont dit, on a ras-le-bol de la résilience, est-ce qu'on ne pourrait pas montrer ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant qui vit des situations ordinaires, un déménagement, un match de hockey, parce que chez un enfant comme chez un adolescent, c'est quelque chose qui, effectivement, peut créer, comme chacun d'entre nous, un ensemble d'émotions. Et puis vous allez rentrer dans la tête de votre enfant, si vous regardez Vice-Versa 1, où vous aurez joie, tristesse, colère, peur, dégoût. Un enfant vit essentiellement sur ces 5 émotions-là, tout simplement parce qu'il n'est pas en construction identitaire. Un enfant, ça vit dans l'instant. Il n'y a pas de harcèlement maternel, il y a des secousses émotionnelles et il faut pouvoir intervenir, mais les enfants n'ayant pas ce qu'on appelle les fonctions exécutives, ils n'ont pas de projet
de prise de pouvoir, avec quelque chose de construit vis-à-vis des uns et des autres. Et donc ce sont des émotions comme on les voit dans Vice Versa 1. Dès que vous rentrez dans l'adolescence, vos émotions vont devenir plus complexes. Et vous aurez ce qu'on appelle des états d'âme qui vont participer à la construction de l'estime que vous avez de vous-même. Et la deuxième intuition géniale de Walt Disney, enfin des studios Disney, c'est qu'ils n'ont pas mis d'ennemis dans ces dessins animés-là. L'anxiété n'est pas un ennemi. D'ailleurs, il faut absolument en prendre la leçon. Nos enfants anxieux, la génération actuelle est particulièrement anxieuse, ne le sont que parce que le monde est anxiogène. Et que l'anxiété n'est pas un indice de maladie mentale, mais un signe d'intelligence. Par rapport à cette génération, je serais très tracassé si, et je pense que malheureusement ça va arriver, si un jour on nous dit, vous savez, on a trouvé un médicament qui marche très bien chez les adolescents. Et on va cadenasser leur anxiété. Donc surtout, il faut les aider pour l'immense majorité d'entre eux à vivre avec cette anxiété, parce que l'anxiété est un ami qui vous permet d'anticiper l'avenir, mais un ami qui s'invite à tout bout de champ. Et il n'a pas décidé, effectivement, il n'attend pas d'être invité. Il peut prendre votre corps en otage, ça c'est l'anxiété invasive, lorsqu'on n'a pas les mots pour dire ce qui nous rend anxieux, et il peut être envahissant lorsqu'on n'a plus d'endroit où vous pouvez respirer, parce que cette anxiété se manifeste tout le temps et vous n'êtes plus en mesure de vous détendre. C'est ça qu'il faut gérer. Le côté invasif ou envahissant, c'est pas faire de l'anxiété un ennemi, comme toutes ces émotions. Ce ne sont pas des ennemis, on doit pouvoir les entendre et pouvoir simplement, alors on met les élèves en cercle, on leur demande, choisissez les émotions qui correspondent à votre état émotionnel. Et vous avez la certitude que personne ne va contester votre émotion. Puis il y a un deuxième guichet derrière qui va demander, pourquoi est-ce que tu vis cette émotion? Pourquoi tu es triste? Et là aussi, en tant que parent, on n'est pas très bien formaté pour entendre l'enfant exprimer le contenu de ses émotions. Si votre enfant est triste, vous explique le contenu de sa tristesse, il va se mettre à pleurer. C'est ça le principe d'une émotion, c'est qu'elle s'exprime. Elle a un contenu expressif et vous allez le prendre dans vos bras. Ce faisant, vous allez l'empêcher de continuer à parler. C'est normal parce que si, étant proche de nouveau, si vous laissez exprimer ses émotions, vous allez être emporté dans le flux émotionnel. C'est pour ça qu'il faut des professionnels pour dire « dis-moi pourquoi tu es triste » et ne pas intervenir et vous laisser exprimer cette émotion. C'est elle qui va créer ce qu'on appelle l'empathie, qui va créer ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Mais il faut qu'on régule le groupe, c'est-à-dire en gros, toi tu es triste, on va te donner un bâton de parole, dis-nous pourquoi tu es triste. Parce que c'est ça qui crée la contagion émotionnelle et l'empathie, c'est pas le fait d'identifier les émotions. Si vous nous dites que vous êtes triste, on va prendre acte du fait que vous êtes triste, mais si on veut créer de la contagion émotionnelle, on va devoir vous demander pourquoi vous êtes triste. On le fait en cercle, parce que vous ne saurez pas le faire avec des gens derrière vous. On a besoin que les visages se croisent, puisque les contenus expressifs sont ceux sur lesquels on va compter. Si vous voulez voir d'ailleurs comment ça fonctionne, vous tapez Keaton harcèlement. Vous allez voir un petit garçon américain, sa maman a une fulgurance, elle l'a filmé au moment où il explique la façon dont ce qu'il est en train de vivre. Il met des mots dessus, donc il explique, ça dure 8 minutes. C'est insoutenable. Vous verrez, c'est un très bel exercice pour vos neurones miroirs. En principe, après 3 minutes, vous aurez les larmes aux yeux. Parce que par contagion émotionnelle, la détresse d'un enfant, d'ailleurs, c'est un petit truc que vous pouvez avoir systématiquement si vous scrollez. Tout le monde scrolle, donc on regarde des tas de contenus. Alors, méfiez-vous, ça crée de la dérégulation empathique. C'est un des gros problèmes du scrollage. C'est-à-dire que vous scrollez, vous mettez tous les contenus de manière très furtive, et vous pouvez avoir un visage d'enfant en situation de détresse absolue, et puis juste derrière, des petits chats qui dansent. Et vous allez voir que la détresse, vous n'allez pas la ressentir. Faites l'exercice. Chaque fois que vous êtes face à un visage d'enfant en situation de détresse, vous stoppez pendant 2 à 3 minutes. Je vous promets que là, vous allez vous dire « Oula, c'est terrible ». Parce que pour que les neurones miroirs s'activent, il faut quand même un petit peu de temps et il faut stopper cette image. Et donc après 3 minutes, si vous regardez le petit Keaton, vous aurez les larmes aux yeux. Si vous regardez les messages, vous allez avoir des tas de messages de soutien. On frôle le million de messages avec des vedettes comme Snoop Dogg, Rihanna, des tas de gens qui ont réagi à la détresse de cet enfant. Mais vous allez voir, comme toujours sur les réseaux sociaux, des messages haineux en direction de la maman. Comment cette dame peut laisser son enfant pleurer comme ça, au point qu'elle a dû faire un petit clip pour expliquer qu'effectivement, elle avait envie de prendre son enfant dans ses bras, mais que pour pouvoir sensibiliser, elle n'a pas trouvé d'autre moyen que de le laisser parler. C'est pour ça que si on ne régule pas un espace de parole,
Si on se contente de dire, prenez un émoticône pour dire votre tristesse, votre colère, votre peur, etc., on ne va pas créer de contagion émotionnel. Et si on ne dit pas, deuxième règle d'un espace de parole, c'est l'adulte et exclusivement lui qui donne et qui reprend le bâton de parole, on ne va pas laisser l'autre s'exprimer jusqu'au bout et produire alors la contagion émotionnelle pour activer ce troisième guichet. Premier guichet, qu'est-ce que tu ressens? Deuxième guichet, pourquoi tu ressens? Troisième guichet, pourquoi tu ressens? Et pour l'activer, c'est-à-dire une émotion, si quelqu'un a une émotion, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont peur des araignées ici. Qui est-ce qui a peur vous avez peur des araignées? S'il y a une araignée qui passe derrière moi, vous allez hurler. Hurler jusqu'au moment où on se retourne pour bouger. C'est ça le principe de l'émotion. Elle crée un mouvement. Si vous me dites « je suis inquiète parce que les araignées me font peur », je vais vous dire « asseyez-vous, on va discuter ». Si vous me dites « je suis terrorisé par les araignées, ça m'embête, je voudrais me débarrasser de cette terreur », on va penser à une prise en charge. Une émotion provoque une réaction, un état d'âme provoque une réflexion et un sentiment provoque une prise en charge éventuelle. Et donc, il faut toujours rester au niveau des émotions parce qu'il y a une réaction automatique du groupe. C'est systématique. Dès que quelqu'un exprime une émotion dans un groupe, vous allez voir des gens réagir. C'est inévitable. Sauf si vous ne respectez pas la troisième et la quatrième règle d'un espace de parole régulé. La troisième règle, c'est on ne nomme pas, on n'accuse pas, on ne désigne pas. Si vous faites le procès de quelqu'un, c'est fini. On devine de qui il s'agit. Quand vous dites « je suis triste parce qu'on se moque de moi », tout le monde sait qui se moque, qui sont ceux qui utilisent la moquerie, mais on n'en fait pas l'élément de discussion. Le but n'est pas ça, le but c'est de créer une réaction à l'intérieur du groupe. Et donc, on est dans cette règle d'un espace de parole régulé qui est suivie d'une quatrième règle, la plus importante et la plus compliquée à faire respecter parce qu'elle ne dépend que de l'enseignant lui-même ou de l'éducateur ou de la personne qui anime l'espace de parole régulé, c'est qu'on lui demande surtout de ne rien faire. C'est-à-dire de ne pas faire de recommandations, de ne pas faire de propositions, mais de s'appuyer sur ce mécanisme naturel qui fait que les ressources du groupe vont bouger. Si quelqu'un à l'intérieur d'un groupe dit qu'il est triste, exprime cette tristesse, il provoque de la contagion émotionnelle, quand on demande qu'est-ce qu'on peut faire pour, on voit tout de suite des personnes réagir. Et les personnes qui réagissent ne sont pas toujours l'agresseur, le harceleur lui-même, ou sa petite cour. Ce qui montre très bien ce qu'est un harceleur et cette petite cour, c'est le Dr House. Vous connaissez le Dr House? Qui est-ce qui aime bien le Dr House ici? Oui, alors je m'en doutais, parce que j'ai dit Dr House, vous avez souri. Dès qu'on dit Dr House, c'est un mâle dominant, très séduisant, et donc ça crée une forme de séduction. Il a tous les critères qui permettent effectivement de stimuler très très vite des mécanismes de séduction. On est d'accord que c'est un salaud. Oui, et vous souriez encore plus fort. Parce que plus il est salaud, plus il installe sa domination, plus vous allez effectivement le trouver séduisant. On pouvait aimer le Dr House sans le moindre réserve, pas parce qu'il est humain, parce qu'il est divin. Il met dans un cadre divin, ce qui pose problème sur le plan humain. Et il est divin parce qu'il est plus fort que la mort. Il fait les dieux grecs faisaient comme ça aussi, ils mettaient dans un cadre divin, ce qui posait problème sur le plan humain. Et il est divin parce qu'il est plus fort que la mort. Imaginez 3 feuilletons de suite où tous ces patients meurent. Même vous allez dire, il est odieux. C'est ça le principe, effectivement, d'un dominant. Et c'est pour ça que c'est très dangereux quand on a un enfant dominant. Là, je le dis toujours quand j'ai affaire à un public de parents. Si votre enfant est un dominant non empathique, inquiétez-vous beaucoup plus que s'il est même harcelé. C'est pour eux que l'avenir est le plus sombre. Les recherches ne montrent qu'un seul profil pour lequel, effectivement, les choses, à la fois sur le plan personnel et professionnel, pourraient mal se passer, des trajectoires très très déficitaires, ce sont les dominants non empathiques, ce qu'on appelle des petits chefs, c'est-à-dire ceux qui ne se soucient pas des émotions des autres. En France, vous avez 2 exemples merveilleux de ce qu'est un dominant empathique et de ce qu'est un dominant non empathique. Et il y a tout un projet qu'on a fait dans la région de Marseille autour de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane était un capitaine adoré, à Marseille particulièrement, parce que c'est un capitaine empathique, toujours soucieux de ce que vivent les autres. Regardez comme Mbappé a du mal à installer son capitanat, parce qu'un ego un peu trop présent et pas suffisamment sensible aux émotions qu'il provoque chez les autres. Résultat, vous avez le petit chef et vous avez le leader. Le leader, c'est celui qui
active ces neurones miroirs. Il faut bien comprendre que dans le cerveau, c'est use it or lose it. Ce que vous n'utilisez pas, il va se perdre. Donc si vous gelez vos neurones miroirs, parce que vous devez maintenir ce statut de petit chef à tout prix, casser les autres, utiliser le sarcasme, l'ironie, la dérision de manière massive pour installer votre domination, vous allez devoir geler vos neurones miroirs. Vous avez des exemples dramatiques de dominants non empathiques, je pense à Cyril Hanouna ou des gens comme ça. C'est catastrophique ce qu'on montre comme exemple des personnes qui sont capables d'exterminer en face d'eux sans que leurs neurones miroirs s'activent d'une manière ou d'une autre. Il n'y a aucune émotion manifeste et aucun sentiment vis-à-vis des émotions. Et quand on vit ça très longtemps, effectivement, dans la vie personnelle, c'est très compliqué de construire une vie, je vais dire, dans laquelle on est attentif aux émotions de l'autre. Et sur le plan professionnel, l'intelligence collective, c'est l'intelligence la plus utilisée. Et donc, être attentif aux émotions des autres. Ça veut dire qu'un parent, par exemple, il faut très fort se méfier, la domination, elle est considérée comme quelque chose de super positif dans notre société. Imaginez, papa rentre le soir, explique à maman, t'aurais vu un tel comme on l'a cassé devant tout le monde. Et maman trouve que décidément papa a quelque chose du Dr House. Forcément, l'enfant, il enregistre. Il enregistre et il va vous sortir des trucs du style « Ouais, qu'est-ce qu'on s'est marré, on s'est bien moqué de lui, c'était drôle, on a rigolé. » Ayez toujours le réflexe en tant que parent de dire « Ok, pense 5 minutes à ce que lui, il a vécu. » Changer simplement de registre, c'est le jeu des 3 figures de Tisseron se base juste là-dessus, mais c'est terriblement important, c'est-à-dire toujours être attentif aux émotions qui sont vécues par un autre que toi. Tu stimules, tu suscites des émotions, et moi je trouve qu'effectivement il faut que tu te mettes un peu à sa place. C'est comme ça qu'on stimule les neurones miroirs de nos enfants très précocement et qu'on évite qu'ils se gèlent une fois qu'ils sont adolescents. Alors ça permet, tous ces mécanismes-là, donc un espace de parole régulé, c'est une émotion se dit, ne se contredit pas, donc il choisit ses émoticônes et on ne contredira pas son émotion. Deuxième, l'adulte, exclusivement lui qui donne et qui reprend les bâtons de parole, et donc tu vas pouvoir exprimer ton émotion jusqu'au bout sans crainte d'être interrompu. Troisième élément, tu ne vas pas devoir attaquer qui que ce soit, tu vas juste expliquer ton émotion. Et quatrième, on va demander une réaction à l'ensemble du groupe. 5e règle d'un espace de parole régulé, c'est que ça doit être non pas fréquent, mais régulier. Ça veut dire, vous pouvez le faire une fois par mois, mais il faut qu'il y ait un endroit qui ne bouge pas et dans lequel les enfants savent qu'ils vont pouvoir parler de ce qu'ils sont en train de subir. Alors ça, c'est effectivement... Pour laisser une place aux questions, je vais juste présenter l'autre outil qui est indispensable. Parce que c'est un des problèmes que vous avez en France. On a livré une caisse à outils avec un seul outil dedans. Ça ne peut pas marcher. Si je vous donne une caisse à outils avec juste un marteau, vous allez tout prendre pour des clous. Et vous allez taper sur des vis. Et vous allez taper sur tout. Il faut qu'il y ait une multitude d'outils pour qu'on puisse à la fois gérer finalement le climat d'une classe. Alors vous verrez aussi dans les outils qu'on distribue, il y a tout ce qui permet de réguler les cours de récréation, les couloirs, parce que se déplacer, se regrouper, tout ça, c'est comme la circulation, il faut qu'il y ait des règles qui permettent à un moment donné que chacun se trouve à sa place, que les filles aient autant de place que les garçons, etc. Donc ça, vous verrez, je ne suis pas rentré dans les détails, mais quand on met les dispositifs en place dans les écoles, on régule les territoires. On donne des outils qui permettent de construire le vivre ensemble de façon à gérer le climat de classe, mais il faut aussi faire société. Il y a des lois dans nos pays et les lois, elles doivent être respectées. Parce que si vous comptez uniquement sur l'empathie, il faut savoir que l'empathie, elle est à géométrie très variable. On n'a pas de l'empathie égale vis-à-vis de tout le monde. Et c'est très facile d'infrahumaniser toute une catégorie de population, par exemple, pour qu'on ait un tout petit peu moins d'empathie en leur direction. Il suffit d'utiliser un mot qui vous rapproche du monde des animaux. Si je vous dis, par exemple, un migrant, la migration n'est pas un phénomène humain, c'est un phénomène animal. Si je vous dis un migrant, dans votre tête, il y a un mécanisme qui se met en place qui fait qu'il est humain, bien sûr, mais un tout petit peu moins. Et donc ces émotions, on ne va pas les traiter de la même façon que celles de nos proches, par exemple. Et donc on aura un peu moins d'empathie. Regardez comme ce mot a changé. Il a changé très tardivement, au moment où, ce qu'on appelait à l'époque les demandeurs d'asile, sont devenus un vrai problème pour des sociétés qui ont eu tendance à essayer de les mettre à distance. Et donc on a vu apparaître ce mot migrant. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres qui montre comment c'est à géométrie variable. Ce qu'il montre de manière encore plus caricaturale, c'est le foot. Vous avez des bleus et des blancs. Et puis vous décidez que les bleus,
ce sont ceux avec lesquels vous êtes affiliés. Il va arriver n'importe quel malheur à un des Blancs. Il va se blesser, il va rater un penalty. Vous n'aurez aucune empathie. Et ce sera la même chose pour les Blancs vis-à-vis des Bleus. Et donc, on a ces mécanismes qui font que l'empathie, elle est sélective. C'est même encore plus ridicule. Il suffit qu'un Blanc change de maillot, il prenne le maillot des Bleus. Tout de suite, vous trouvez ce gars beaucoup plus sympathique que ce qu'il était jusque maintenant. Et regardez ce qui s'est encore passé à PSG-OM, ici, ce week-end. Ben, c'est très clair, effectivement, des personnes qui gelent dans un stade leurs neurones miroirs au point de dire des choses absolument inqualifiables. C'est ça que permet, effectivement, et c'est pour ça que si on dit à des écoles, mais vous devez tout faire à partir de l'empathie, ça ne marchera pas. Les insultes sexistes, racistes, homophobes, ça ne peut pas être géré dans un espace de parole régulé parce que c'est interdit par la loi et que l'école est une courroie de transmission de cette loi. Si vous avez frappé l'agression physique, ben, on doit pouvoir gérer ça par autre chose qu'un espace de parole régulé parce que vous ne pourrez jamais accepter qu'on frappe. Ah ouais, mais comment est-ce qu'on va gérer la situation d'un enfant qui en a frappé un autre parce que son père lui a dit « T'as harcelé depuis le début de l'année. L'école bouge pas. Maintenant, mon vieux, tu te laisses plus faire. Tu cognes. » Et le gamin, il cogne. Et puis, il est sanctionné. Là, le père, il est démonté. Il dit, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on doit mettre en place des dispositifs qui disent, tu peux pas frapper. On va voir en quelques mots comment on les met en place. Tu ne peux pas frapper, mais on va gérer ton problème. Parce que si vous laissez faire, et on va parler quand même un moment du cyberharcèlement, parce que mettre en place des choses qui fonctionnent par rapport au harcèlement, mais qui ne fonctionneraient pas pour le cyberharcèlement, ça n'a aucun sens. Il est devenu quasi systématique, puisque nos enfants, notamment si vous avez des enfants nés en 2010 ou après, il y en a qui ont des enfants nés en 2010 ou après. Voilà, vous êtes les heureux propriétaires d'enfants qui appartiennent à la génération qu'on appelle la génération de verre. Ils sont nés dans les réseaux sociaux, et pour eux, c'est un état naturel. Et donc, systématiquement, ils vivent aussi en partie sur les réseaux sociaux à partir des images. Alors, on voit les choses s'aggraver de plus en plus fort. Vous savez, quand on travaille sur des thématiques comme le harcèlement, il ne faut jamais se reposer parce que les choses évoluent très très vite. ChatGPT, par exemple, fait qu'il fut un temps où sur les réseaux sociaux, ce qui posait problème, c'était une divulgation de l'intime. C'est-à-dire, en gros, non pas revenge porn, on a oublié ce mot abominable qui ne correspond pas à la réalité, qui vient du monde hollywoodien, du monde du cinéma à Hollywood, dans lequel c'était des comportements pornographiques liés à un cadre de revanche parce qu'il y avait beaucoup de tromperies, etc. On a utilisé ce mot pour parler de ce que vivaient les adolescents, qui eux disent « mais c'est pas pornographique ce qu'on a fait, et c'est pas toujours un cadre revanchard, c'est parfois juste pour rigoler, ou pour montrer, tiens, cette fille, je me la suis faite, je vais le montrer aux gens, et je montre effectivement des choses, parce que on est dans un contexte, un peu comme Facebook Messenger, ils ne sont pas dessus, ça c'est juste pour nous, c'est des réseaux pour les vieux, il n'y a plus de jeunes dessus, mais ils ont l'équivalent, c'est-à-dire un réseau intime, dans lequel tu peux te montrer des tas de choses, et puis un réseau public, un clic, vous vous retrouvez propulsé sur l'espace public, vous allez prendre le bus le lendemain matin, vous allez vous imaginer que tout le monde vous a vu sans vêtements, et pire, que vos proches vous ont aussi vu sans vêtements. C'est pour ça qu'on doit agir très vite. Mettre en place des espaces de parole régulés, c'est beaucoup trop lent. Il faut que tout de suite, on puisse réagir en disant « stop ». On va effectivement trouver une solution pour que tu ne vives pas de conséquences négatives. Et on a fait un pas supplémentaire ici depuis très peu de temps avec ChatGPT, avec l'intelligence artificielle, qui fait que vous ne devez même plus commettre ce qu'on appelle une imprudence numérique, c'est-à-dire la divulgation d'intimes sur des espaces qui ne sont pas prêts à le recevoir. Puisque maintenant, si je veux envoyer une photo de chacun d'entre vous sans vêtements sur les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle, j'y arriverai à un point tel que même vous allez dire « mais c'est moi ». J'étais là, il y a 15 jours, dans une école où une enseignante a eu son image trafiquée de cette manière-là. Et elle me dit, c'est douloureux, c'est terrible de voir ça. Mais ce qui est encore plus douloureux, c'est mes collègues qui me disent, ou qui le disent entre eux, parce qu'ils n'osent même pas me le dire à moi. Elle aurait quand même dû faire attention quand elle diffuse des images pareilles. Et donc, les collègues s'imaginent effectivement qu'elle a effectivement commis une imprudence numérique. Ça fait partie des composantes actuelles. Si je veux utiliser votre voix pour injurier monsieur, je peux le faire très facilement. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, je vais pouvoir utiliser votre voix. Et donc, les réseaux sociaux, les outils numériques, tout ça, ça suppose des réactions nouvelles.
Et il faut que les écoles soient équipées pour dire toute utilisation asociale des réseaux sociaux est interdite. L'agression physique, l'utilisation asociale des réseaux sociaux, les insultes racistes, sexistes, homophobes, tout ça, ça doit être à un moment donné sanctionné, mais on ne doit pas demander à des écoles de faire des enquêtes, comme on le fait malheureusement trop, avec ce qui, pour le moment, est un vrai problème en France, une structure qui a été beaucoup trop calquée sur le modèle juridique, qui sont les conseils de discipline. Là, effectivement, on demande à des directeurs d'école d'agir comme s'ils étaient des instructeurs d'enquête, comme s'ils étaient des policiers de première ligne, avec un cumul de règles qui n'est plus tenable, effectivement, cumul de fonctions, alors même qu'on doit mettre des sanctions pédagogiques. C'est vraiment important, mais on doit mettre des sanctions pédagogiques qui permettent à l'école de faire de nouveau autorité. Ce qu'on appelle un conseil d'éducation disciplinaire, ça fonctionne comme ça. On va imaginer, je vous ai frappé parce que vous m'agressez depuis le début de l'année, et mon père m'a dit de vous frapper. Et dans un conseil d'éducation, je vais aller choisir un porte-voix. C'est-à-dire qu'on te dit, va t'expliquer à quelqu'un de l'école, de la communauté scolaire, en qui tu as confiance. Je vais vous utiliser, vous, puisque vous étiez mon enseignant l'année passée, et donc j'ai une bonne relation avec vous. Je vais vous expliquer que je l'ai frappé parce que je suis harcelé depuis le début de l'année et que c'est mon père qui a dit de frapper. Vous venez avec moi au conseil. Alors le conseil, c'est la direction, un représentant des maternelles, un représentant des primaires en fondamentale. Au collège, lycée, c'est un représentant des éducateurs, un représentant des enseignants. C'est une structure souple, hein, c'est pas convocation, etc. C'est toi, venez, on va faire un conseil. Vous allez venir avec moi, vous allez donner l'explication que je vous ai donnée, et le conseil va prendre systématiquement une sanction. Et on verra même en faisant l'économie de la preuve. Il n'y a pas d'enquête, on dit juste, tu peux pas frapper. Tu peux pas frapper, et si tu refrappes, la sanction elle est toujours probatoire. Si tu refrappes dans un délai qu'on va fixer maintenant, eh bien voilà la sanction à laquelle tu t'exposes. Mais on va régler ton problème de harcèlement parce qu'on va faire des espaces de parole régulés. Et les parents reçoivent un courrier, votre enfant s'est rendu coupable d'une agression physique vis-à-vis d'un tel. Nous ne pouvons pas accepter ce type de comportement dans l'école. Ça, il faut le rappel de la loi. Vous savez, même les parents racistes savent qu'on ne peut pas utiliser des insultes racistes sur la place publique, même s'ils sont racistes eux-mêmes. Ils doivent apprendre effectivement qu'il y a une loi, que l'école est la courroie de transmission de cette loi. Et ce qui est important, c'est ce qui va suivre, mais nous sommes convaincus qu'il ne recommencera pas parce que nous avons agi sur les motifs de son comportement. Et là, même le papa, il va dire « Ok, t'arrêtes de frapper, ils sont en train de faire des choses ». Ça fonctionne très très bien pour contrôler finalement les comportements, et par rapport aux réseaux sociaux, c'est la seule réponse possible. Parce que effectivement, je vous dis, ils ne sont pas sur Facebook et Messenger, ils ont d'autres réseaux, mais qui fonctionnent de la même manière et qui ont en plus la caractéristique d'être des réseaux fulgurants. C'est-à-dire, en gros, imaginez, je vous ai agressé sur les réseaux sociaux et on me demande de m'expliquer à un porte-voix. Tout de suite, j'appuie sur un petit bouton, tout s'efface, les contenus sur mon ordinateur, mais aussi sur celui de tous les autres. Et donc, je vous dis, j'ai rien fait. J'explique, j'ai rien fait. Dans un conseil d'éducation disciplinaire, on dit OK, on ne sait pas si tu as fait. On ne va pas chercher à savoir. On te dit juste, si tu as fait, tu ne refais pas. Si tu n'as pas fait, tu ne fais pas. Et on te prévient, à partir d'aujourd'hui, il y aura des copies d'écran. Donc on ne va plus laisser passer les choses. Et on a mis en place une application en Fédération de Bruxelles qui va être disponible pour toutes les écoles à partir de septembre. C'est l'équivalent d'un petit bouton rouge qui est au coin de l'écran. Vous vivez une agression numérique, vous appuyez sur le petit bouton rouge. Aussitôt, il y a un tutoriel qui se met en mouvement, qui fait des copies d'écran. Les écrans sont stockés. Un deuxième petit bouton apparaît. Si tu estimes que tu es victime d'une agression numérique ou de cyberharcèlement, appuie sur ce deuxième bouton. Et là, les écrans sont envoyés directement à l'école, à une personne désignée à l'école, le référent climat scolaire, le référent harcèlement ou le référent cybersécurité, qui reçoit et qui active le dispositif, c'est-à-dire des conseils d'éducation, etc. Alors, on a mis en place à titre expérimental ce dispositif depuis longtemps. On voit que d'emblée, ça a un effet préventif. Vous imaginez s'il y a une application qui fait que si vous agressez quelqu'un, vous risquez des copies d'écran, vous allez mettre votre frein à main, même sur l'humour, moquerie, etc. Il y aura effectivement beaucoup moins. On s'y attendait, c'est assez logique qu'il y ait ça. On s'attendait aussi, puisque ces écoles sont équipées, à ce que les situations soient gérées à la satisfaction de tous. Mais le chiffre auquel on ne s'attendait pas, c'est celui qu'on a obtenu lorsqu'on a simplement demandé aux élèves, est-ce que c'est mieux de surfer maintenant ? Est-ce que, depuis que le CyberAid est mis en place, donc l'application, est-ce que c'est plus agréable de surfer ?
On a eu, et ça on s'y attendait pas du tout, 100% de réponses positives. C'est-à-dire, on s'attendait à ce que les éventuels agressés ou ceux qui craignaient d'être agressés disent oui, c'est mieux maintenant. Ah ben, les candidats agresseurs aussi disent enfin, il y a un contrôle là-dessus, parce que c'est comme si on avait donné les clés d'une Ferrari à des gens qui ont à peine leur permis de conduire. On est dépassé par la virulence de cet objet. Je peux vous assurer que la toute nouvelle génération, cette fameuse génération de verre dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle est ébahie par la violence des réseaux, pas par la violence des réseaux qu'eux vivent, par la violence des réseaux adultes. Quand on leur montre les réseaux adultes, ils disent c'est pas possible. On a affaire à une génération, cette nouvelle génération, qui est très sensible à ce que les réseaux sociaux deviennent des endroits plus faciles et plus agréables à fréquenter, et qui donc sont très preneurs de ce type d'initiative et de mise en place. Alors ça fonctionne très bien, mais ça ne demande pas à l'école d'être uniquement la seule instance qui va agir et réagir aux situations de cyberharcèlement, parce que vous imaginez bien, quand il y a une situation de cyberharcèlement, si vous êtes une adolescente ou un adolescent, il y a des images de vous qui ont circulé, des images intimes de vous. Si vous dites, mince, si j'appuie sur l'application, mes parents vont voir tout ça, donc ils n'appuieront jamais. Donc on leur dit, on ne transmet pas les images aux parents. Mais aucune école ne peut dire, on va agir sans prévenir les parents. Donc les parents sont prévenus qu'il y a effectivement que leur enfant s'estime victime d'une agression numérique. Et là, ils choisissent entre 3 options. Première option, la réponse pédagogique, celle dont on vient de parler. Deuxième option, la réponse juridique ou judiciaire, qui doit exister, qui ne doit pas avoir la stupidité de celle qu'on a vue chez vous. Mais c'était, vous savez, c'était à pleurer de rire. Il y a 2 choses qui ont fait rire énormément toute l'Europe, disons-le clairement. C'est lorsque... Je ne vais pas citer, parce que je ne fais pas de politique du tout, moi je vois ça de l'extérieur, mais quand on nous dit « attention, tout va aller, on va régler le problème du harcèlement parce qu'on va donner des cours d'empathie comme au Danemark ». Au Danemark, ils étaient pliés en 2. Ils ont dit « mais c'est quoi ? C'est pas les cours d'empathie dans une société empathique, pas plus généreuse, mais plus empathique, comme le Danemark, ben oui, ça a des chances d'exister, de fonctionner, mais pas des petits cours d'empathie en maternelle. Vous imaginez un enfant harcelé en secondaire, on lui dit « mais ça va aller, tu sais, on va mettre des cours d'empathie en maternelle ». Et le deuxième truc qui a été encore plus risible, ben c'est le ministre de la Justice qui décide qu'on peut confisquer les portables. Il faut vraiment n'avoir rien compris dans la mécanique du cyberharcèlement. Vous allez pouvoir prendre les portables de toute la classe, puisque c'est une agression de meute, tout le monde a partagé, liké, etc. Et puis, les portables, c'est le média. Ils vont partir sur autre chose. Les médias sont volatiles. Et donc, c'est une situation qui n'avait aucune raison d'être. Par contre, le monde juridique et judiciaire doit pouvoir être impliqué. Et dans l'application CyberAide, par exemple, si un parent dit « je veux porter plainte », on dit « allez, porter plainte à la police ou à la gendarmerie ». Nous envoyons le dossier sans passer par la case parent, puisqu'on a dit qu'on ne donnait pas aux parents. Et la police et la gendarmerie fonctionnent aussi sur un format papier sur ce plan-là. Si vous allez porter plainte pour cyberharcèlement, le policier va vous démontrer moi quelque chose. Et donc les copies d'écran doivent être le réflexe. Même si le CyberAide n'existe pas encore en France, ayez le réflexe, en cas de cyberagression, de faire des copies d'écran, parce que, à la fois sur le plan juridique et sur le plan pédagogique, c'est indispensable. Merci. Voilà. Merci. Merci à vous. Il y a aussi une application 3018 en France, je ne sais pas si vous la connaissez. Et Oui. justement, si vous pouviez faire le parallèle avec CyberAide. On est dans le même registre, sauf que ça ne déclenche pas des dispositifs concrets. Donc le principe, c'est, ici on est finalement dans l'idée qu'il faut donner l'alerte. Je vous disais tout à l'heure, on ne voit pas les choses. Il faut donc qu'on mette en place des endroits où les enfants, et c'est pour ça que le rôle des parents, c'est un rôle de connaître ces outils, de le mettre en place, de favoriser leur mise en place avec l'école, tout en restant en dehors de l'école. Mais le parent qui, par exemple, alors je prends l'exemple des espaces de parole régulés, qui sait que ces espaces existent, pour favoriser la prise de parole de ses enfants, il utilise les mêmes émoticônes. C'est-à-dire que lorsqu'on distribue ces émoticônes chez les parents, il y a un espace de parole, je vois bien que ça ne va pas, dis-moi quelle émotion tu vis. Et on peut même s'entraîner avant pour que tu nous parles de l'émotion que tu vis. Et par rapport aux agressions numériques, c'est la même chose. N'essayez pas, en tant que parent, de contrôler. Ce n'est absolument pas possible. Même le fameux contrôle parental. J'étais dans mon bureau, j'aurais vraiment voulu que tous les parents voient ça, parce que
il y avait un papa qui était là très très content d'avoir installé le contrôle parental sur l'ensemble des ordinateurs de la maison. Et son petit gamin, il avait 11-12 ans. Et papa dit, j'ai installé le contrôle parental, donc moi je ne m'inquiète pas trop. J'aurais voulu vraiment que tout le monde voit le sourire que ce gamin m'a lancé, parce qu'il sait que je sais qu'il faut pour un enfant de 11 ans à peu près 4 minutes pour déjouer le contrôle parental. C'est tout simple. Tout simple, c'est l'illusion du contrôle parental. Le contrôle, en allant constamment au-dessus de l'épaule de votre enfant, si vous avez tendance à être un parent hélicoptère, ça va devenir exténuant, parce que ce qui est arrivé avec les écrans, c'est pas le problème des écrans, c'est le problème de ces petits écrans miniaturisés qu'on n'a pas vu arriver. Au début, quand on a vu ce petit couteau suisse là, on s'est dit c'est génial, on fait des photos avec, on peut stocker les photos, on peut parler avec ses copains, on peut répondre à ses mails. C'était apparemment génial, sauf que on a échappé, tout contrôle a commencé à nous échapper parce qu'ils suivent les adolescents partout. Aucun parent ne peut suivre ce qui se passe sur les écrans de ses enfants, puisque ces écrans, c'est plus à la maison, c'est partout, c'est tout le temps, avec tout ce que ça suppose d'ailleurs comme difficulté en termes de déconnexion, qui est un autre enjeu majeur, mais ça c'est une autre conférence, donc je ne vais pas commencer celle-là maintenant. Mais par rapport aux réseaux sociaux, la seule option qu'on a, c'est si tu es en difficulté, tu nous en parles. Si tu es en difficulté, tu déclenches l'alerte. Et à ce moment-là, il y aura des réponses qui seront faites en termes d'institutions. J'insiste vraiment sur les réponses institutionnelles et sur l'obligation qu'ont les écoles de s'équiper, parce qu'il faut savoir que les conséquences du harcèlement, elles se manifestent de manière massive aux 3 niveaux de confiance d'un individu. Confiance en lui-même. Première chose, c'est l'estime de soi qui s'écroule, parce que la plupart de ceux qui vivent des situations de harcèlement ou de secousses émotionnelles intenses ont le sentiment qu'ils l'ont cherché. Que c'est normal, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Il y a un petit truc tout simple, je le diffuse toujours auprès des parents, si vous voulez vérifier si l'estime de votre enfant a été un peu taraudée, abîmée par une agression ou par une difficulté d'intégration dans un groupe, demandez-lui simplement si... Alors, il doit s'imaginer qu'on va le cloner. Je fais un autre toi-même et je le mets dans la classe. Serais-tu son copain ? Posez-vous la question par rapport à vous-même. Imaginez, je fais un clone de vous-même. Seriez-vous copain de votre clone ? Si vous hésitez ou que vous dites non, il faut consulter. C'est que vous n'allez pas bien. On a tous, en principe, une tendance à trouver moi, je serais un bon copain avec moi-même, je me trouve plutôt sympa. Et donc, il faut que les enfants aient ce sentiment-là. Mais c'est très, très vite abîmé chez eux. Donc, premier niveau de confiance qui s'écroule. Deuxième niveau de confiance, on a affaire à des agressions de meute. Une agression de meute, la cruauté est sans limite. Parce que la meute renforce finalement la cruauté des uns et des autres. Et donc, il faut reprendre confiance dans ce que peut faire un groupe humain. C'est pour ça que les espaces de parole régulés montrent ça. Dans un cerveau humain, on sait que la cruauté existe. On sait que le monde est bourré de contenus anxiogènes. Je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas être anxieux, je ne vais pas vous dire que les hommes sont tous bons. Je vais juste essayer de nourrir, parce que c'est ce qui se passe dans un cerveau humain, tout ce qu'il nourrit le fait grossir. C'est propre à l'être humain. Tout ce que vous nourrissez va vous faire grossir. Si vous nourrissez votre corps, il va grossir aussi. Vous nourrissez votre anxiété, vous allez faire grossir l'anxiété. Non, il faut faire le contrepoids. Nourrissez votre appétit du merveilleux. Si vous nourrissez votre sentiment de défiance vis-à-vis du groupe, il faut aussi nourrir la confiance, parce que, je le vois très très vite quand ils m'en parlent d'un espace de parole régulé et qu'ils le débriefent, ils me disent « je ne m'attendais pas à ce qu'un tel réagisse ». Souvent dans la patte molle. C'est la différence de la préoccupation partagée, où là vous prenez uniquement ceux qui sont impliqués au premier chef. Ce n'est pas ceux qui bougent le plus facilement, et c'est pour ça que c'est le souci que vous avez en France. Vous avez été chercher une méthode norvégienne. C'est très bien, sauf que d'abord elle n'est pas efficace du tout pour le cyberharcèlement. Picasse qui a inventé cette méthode, vous le disiez, moi je n'ai pas connu les réseaux sociaux, et je sais que ce n'est pas efficace pour ça. Et en plus, si vous êtes un enseignant en Norvège, vous avez le même diplôme qu'un médecin. Il faut le même nombre d'années d'études. Et donc, si vous dites, toi là, j'aime pas trop ce que tu fais, je voudrais que tu m'aides à trouver une solution pour lui, parce que j'aime pas l'état dans lequel il est, aucun souci. Si vous faites ça en Belgique ou en France, vous allez avoir le parent qui va vous dire, vous avez dit que mon enfant est harceleur, c'est quoi cette histoire ? Et donc, il faut beaucoup plus d'autorité pour pouvoir provoquer l'empathie. Ce sont des techniques qui permettent de marcher. Alors, ça marche, préoccupation partagée, ça peut être très très bien. Pas comme outil unique, ça n'est
absolument pas possible, parce que certains enseignants vont vous dire, moi, je n'arrive pas à trouver moi-même les solutions. Quand je les pointe du doigt, ils me disent t'es qui toi pour me dire ça? Et donc vous n'arrivez pas à utiliser les mêmes techniques. C'est l'avantage qu'on a en Belgique, on est au carrefour de plein de choses. Et finalement, on prend des méthodes qui viennent d'Italie, qui viennent de Norvège, qui viennent de partout, et on fait un grand mélange avec tout ça en ayant des boîtes à outils qui reprennent ces différents outils. Mais c'est important d'avoir ces deux liens de confiance qui se retissent. C'est le troisième lien de confiance, la confiance dans les institutions. Quand vous avez l'impression que l'institution n'est pas en mesure de répondre à vos situations de détresse, vous perdez confiance dans les institutions. Et quand ces trois liens de confiance sont brisés, très compliqué de se reconstruire. Et c'est pour ça que c'est important d'équiper les écoles. Une application d'alerte qui n'est pas connectée à des écoles équipées, parfois, vous avez juste le sentiment que vous faites des alertes, mais vous ne savez pas vers qui ou vers quoi. Et donc, c'est vraiment important que ce soit connecté à des écoles. Vous avez parlé au début, vous avez dit qu'il y avait des saisons. Oui. La mise en place de comportements qui allaient vers le harcèlement. Mais avec le cyberharcèlement, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de saison. C'est très vrai ce que vous dites, c'est-à-dire que les saisons s'accélèrent. Il faut bien comprendre que le cyberharcèlement, ce n'est pas un harcèlement différent, c'est juste une caisse de résonance qu'on met sur les mécanismes habituels. Et donc, ça a beaucoup plus de virulence. Et donc, on retrouve les saisons, mais vous avez raison, ça va tellement vite. Et c'est tellement fort que même dans la moyenne saison, en tout début d'année, il n'y a pas trop de soucis. Les gens ne se connaissent pas, il y a l'euphorie communautaire. Par contre, dès les premières secousses émotionnelles, avec le cyberharcèlement, on a déjà des vécus qui sont vécus de manière dramatique. Alors particulièrement par rapport à cette génération qu'on appelle la génération de verre, parce qu'ils sont fragiles, c'est comme le verre, c'est pour ça qu'on parle de génération de verre, et ils sont transparents. Vous savez, c'est toute une génération vis-à-vis desquels un certain nombre ont eu une existence numérique avant leur existence physique. On a envoyé les échographies sur les réseaux sociaux pour annoncer leur naissance alors qu'ils n'étaient même pas encore là. Ce qu'on appelle le sharenting, la tendance qu'on a à diffuser des images de ces enfants sans leur demander l'autorisation, ça va être très compliqué de leur demander après de tenir compte du fait que celui qui est propriétaire d'une photo, ce n'est pas celui qui prend cette photo, c'est celui qui est sur la photo. Il y a des cultures où c'est plus facile à comprendre, parce que c'est naturel chez eux. Dans notre culture, où on a accepté l'idée qu'un paparazzi, c'était un métier normal, eh bien forcément, la photo appartient à celui qui a pris la photo. Imaginez, votre petit garçon fait pipi sur un arbre. C'est mignon comme tout, on fait une photo et on l'envoie sur les réseaux sociaux, parce qu'on partage tout, L'être humain est quand même le premier être vivant qui, lorsqu'il est face à un plat appétissant, au lieu de le sentir et de le manger, fait une photo et le distribue sur les réseaux sociaux. C'est la première fois dans l'histoire du vivant qu'on voit des comportements comme ceux-là. Et ça, c'est lié effectivement à l'omniprésence des réseaux. Ce petit garçon qui s'est fait photographier, on envoie la photo sur les réseaux sociaux. Il y a papy-mamie qui like, et puis il y a des gens qu'on ne connaît pas, qui like aussi, parce que la photo est mignonne. Vous aurez beaucoup de mal à lui expliquer. Ta copine, elle t'a donné sa photo intime, mais elle appartient à ta copine, pas à toi. Et donc, ce qu'on voit effectivement diffusé sur les réseaux sociaux, c'est toute une éducation qui doit changer par rapport à l'utilisation des écrans, par rapport au rapport à l'image, et par rapport au fait, par exemple, qu'il y a des compétitions qui se mettent en place. TikTok est dangereux, non pas seulement parce que c'est des compétitions, mais parce que c'est des compétitions dans lesquelles vous aurez tendance à mettre en scène non pas votre image, mais l'image filtrée que vous avez de vous-même. Je vous invite vraiment à regarder en tant que parent les tutoriels mis en place par exemple par Instagram pour que des petites filles, parce que c'est essentiellement elles qui sont visées, mettent en place ce qu'on appelle des reels, c'est-à-dire des petits films de quelques minutes. Alors c'est ça le vrai problème du fameux couteau suisse, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce que des entreprises qui ont fait de l'attention humaine leur fonds de commerce, l'utilisent comme plateforme. Et donc, eux, leur seul but, c'est de faire de l'argent. C'est tout. C'est uniquement ça. Et donc, le but du jeu, c'est de créer des followers. Et on va expliquer à votre petite fille, montre-toi de manière attractive. Danse, mets une musique sympa, crée des followers qui vont te suivre, montre-leur le plus possible, mais ne montre pas tout, de façon à ce qu'ils te suivent en espérant toujours en voir plus. Vous imaginez, on parle à des petites filles de 10-12 ans, et puis surtout, utilise des filtres. Si tu as des boutons, c'est pas grave, tu utilises un filtre, tu n'auras plus de boutons. Tu veux des lèvres un peu plus pulpeuses,
il y a un autre filtre qui existe. Alors on est arrivé à ce qu'on appelle un effet de Barbie aggravé. Vous connaissez tous Barbie, hein? Qui est-ce qu'il y a eu des Barbie ici, jeunes? Vous, tout le monde. Alors vous êtes quand même consciente que vous n'avez pas eu des poupées, hein? On appelait ça stupidement poupée Barbie. On vous a donné des petits mannequins. Des petits mannequins, de façon à ce que vous puissiez vous amuser à l'habiller le plus possible, avec une collection de vêtements la plus étendue possible, de façon à faire de vous des futures consommatrices. C'était l'objectif, hein. Personne n'a nourri Barbie, bercé Barbie, mis Barbie au lit. C'est pas une poupée, on n'a pas stimulé les comportements de soins. On vous a donné un petit mannequin qui permettait de porter les vêtements. Et ce petit mannequin avait des formes idéales. C'est pour ça qu'on parle d'effet Barbie, parce que ce sont des formes, si quelqu'un ici a les proportions de Barbie, ne vous levez pas, vous allez retomber. C'est impossible de vivre avec les proportions de Barbie, mais à l'époque, on s'est retrouvé effectivement avec un gros procès qui avait été fait au concepteur du jouet en lui disant « mais ça a un effet dramatique sur l'estime de soi des petites filles ». Résultat, ils ont inventé des tas d'autres Barbie, un petit peu plus roses, etc., qui n'ont absolument pas vendu, ils s'en foutaient. Hein. Ces Barbie-là ne se sont pas vendus, ça permettait simplement de s'acheter une conscience et au niveau de l'image, ça passait beaucoup mieux. Eh bien, l'effet Barbie est aggravé parce que maintenant, effectivement, vous êtes votre propre Barbie. Et donc forcément, oui, une jeune fille sur 10 se trouve moins jolie que toutes les autres filles de la classe à cause de ces filtres. Parce que quand vous êtes liké par rapport à une image qui a été trafiquée, c'est un peu ambigu, hein, vous savez bien que ce n'est pas vous qui êtes liké. Et tous ces mécanismes-là, vous le soupçonnez, ça va intensifier les mécanismes de harcèlement sur une forme de scène, parce que le principe des enfants qui ont été victimes du sharenting, alors ne vous culpabilisez pas, hein, si vous avez envoyé des photos, tout le monde le fait, c'est normal, sauf que nos enfants croient qu'ils vivent dans des aquariums et qu'on peut tout montrer et qu'ils doivent toujours se montrer avec tout ce que ça suppose, y compris chez ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Parce qu'on l'a vu, la nouvelle forme de harcèlement vise maintenant ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et ils deviennent victimes de ce qu'on appelle du ghosting. Ah, t'as pas de profil, t'es pas sur les réseaux sociaux, mais t'existes pas, t'as pas de vie. Et donc, vous allez vous retrouver dans les groupes, on va faire comme si vous n'existiez pas. Je veux dire que le ghosting, c'est une forme de harcèlement très raffiné, mais qui produit des effets catastrophiques. On fait comme si vous n'étiez pas là. Vous rentrez dans un groupe, tout le monde... Tiens, t'as vu quelqu'un, toi? Moi, je sens une odeur désagréable, mais je vois personne. Et on va faire comme pendant 1 heure, c'est terrible. Pendant une journée, c'est épouvantable. Pendant une semaine, c'est insoutenable. Et c'est la forme de harcèlement... Et cela reste tributaire des saisons, mais aggrave les situations. Et c'est pour ça aussi qu'on doit équiper les écoles. Alors, évidemment, le harcèlement ne se fait pas pendant les heures scolaires, mais c'est le groupe classe. Et donc, c'est pour ça que les réponses doivent venir de l'école, même si c'est le temps hors de l'école. C'est vraiment important qu'on agisse au niveau des écoles. Par exemple, interdire les portables à l'école, c'est très bien. Ça n'a aucun effet sur le cyberharcèlement, il faut le savoir. Ça a un effet uniquement, et c'est pour ça que c'est déjà indispensable, sur la déconnexion, qui est un enjeu majeur. Il faut que le temps de l'école, on ne puisse utiliser les portables qu'à des fins pédagogiques. L'écran récréatif et ludique doit être interdit. Le temps familial, c'est pas votre temps libre, hein, le temps familial, c'est le temps négocié. On négocie le rapport aux écrans. Si vous décidez, par exemple, que pendant les repas, on ne prend pas de portable, les parents non plus. Personne ne prend de portable. C'est terriblement important d'avoir ce genre de règles. Si vous allez faire des balades en forêt, les Japonais le font magnifiquement, ils prescrivent des bains de forêt. C'est très très bien. Sauf que si vous prenez votre portable avec vous, ce bain de forêt n'a aucun effet thérapeutique parce que ça ne va pas vous détendre. Il faut laisser le portable à la maison parce que ce qui est thérapeutique dans le bain de forêt, c'est qu'on remet enfin notre cerveau dans un état de vigilance, mais tout à fait amoindri, parce que nous avons la chance, en tant qu'être humain, de ne plus avoir de prédateurs dans la forêt. Donc quand on va se balader dans la forêt, on peut avoir une attention flottante. On n'est pas du tout mis en situation de vigilance, sauf si vous avez un portable. Parce que le portable, comme il peut stimuler votre attention à tout bout de champ, votre cerveau sait que le portable est là, il se met en situation de vigilance et on constate un niveau de détente amoindri. C'est pour ça que c'est important que l'école joue le jeu, qu'on la soutienne dans ce jeu-là.
ça a un effet sur la déconnexion, ça n'a pas d'effet sur le cyberharcèlement, puisque lui va se faire après les heures d'école. Mais les réponses doivent quand même être faites à partir de l'école, parce qu'un parent n'a pas de pouvoir sur le groupe scolaire et ne peut pas sanctionner, par exemple, les élèves qui utilisent les réseaux sociaux à des fins asociales. Et donc c'est pour ça que ces dispositifs doivent se mettre en place avec l'ensemble de la communauté, les parents aussi. Parce que vous avez un troisième temps. Vous avez le temps obligatoire, le temps de l'école. Vous avez votre temps familial qui n'est pas un temps libre, qui est un temps négocié. Et vous avez votre temps libre. Là, chacun fait ce qu'il veut. Les Japonais ont un très joli mot pour dire ça, c'est un ikigai. C'est-à-dire, vous vous levez le matin, c'est une bonne raison de vous lever, si vous aimez vous occuper de vos plantes, si vous aimez... Eh bien, les Japonais, c'est la première chose qu'ils mettent dans leur agenda. Ils signalent, de telle heure à telle heure, je vais m'occuper de mes plantes. Et ils ont un très beau proverbe qui dit, même un rendez-vous avec l'empereur ne bouscule pas l'ikigai. Nous, c'est la première chose qu'on bouge, hein. Imaginez, vous devez aller chercher vous faites du sport, mais vous devez aller chercher vos enfants à l'école au moment de la séance de sport. Tant pis, j'irai pas. Hein. Et puis demain, j'irai pas demain non plus. J'irai plus au sport. Et hop, c'était terminé. Un Japonais ne fera jamais comme ça. Son ikigai, c'est important. Le rapport aux écrans de nos enfants, ils ont droit à utiliser les écrans, mais dans cette période-là. Et là, on travaille sur la déconnexion, qui est un problème très similaire finalement à celui du cyberharcèlement, puisque c'est un usage dans lequel on est débordé par l'appareil, par les écrans, hein, ce que vous évoquez ici maintenant. On est vite débordé. Quand il y a des suicides, je peux vous assurer que ceux qui ont utilisé les écrans à des fins inopportunes sont complètement dépassés par ce que ça a créé, y compris en termes de partage, en termes de diffusion. On ne sait plus arrêter la diffusion. Et donc, c'est vraiment important qu'on puisse avoir des outils qui permettent de rassurer tout le monde. Oui, vous n'avez absolument pas parlé du harcèlement que les enseignants peuvent faire à l'égard de... Alors, j'en parle dans le livre. Hein. Dans le livre, vous avez tout un chapitre dessus. Alors, évidemment, il existe, il est un peu différent, mais les réponses sont exactement orientées de la même façon. C'est-à-dire qu'en gros, il est beaucoup plus... C'est pas le harcèlement entre pairs, hein, dans lequel, effectivement, il faut un effet de groupe. Dans le harcèlement de l'enseignant vis-à-vis d'un élève, par exemple, et il est parfois mis en place, paradoxalement, parce que l'autorité de l'enseignant est moins affirmée que dans les générations antérieures, et que certains enseignants, plutôt, puisqu'ils sont en déficit d'autorité, vont essayer de prendre du pouvoir dans le groupe. Parfois, en essayant de faire rire toute la classe au détriment de quelqu'un. Alors, ce sont des stratégies qu'on voit, effectivement, parfois dans les écoles. C'est le même mécanisme qu'on va utiliser. Lorsqu'un élève exprime une émotion, c'est important, en tant que parent, d'aller transmettre une émotion, pas la plainte vis-à-vis d'un enseignant. Je me souviens d'un prof de maths qui faisait peur à un élève. Et le prof de maths a entendu, à un moment donné, qu'il faisait peur. Il a pris conscience de ça. C'est ça, ce qu'on appelle la conscience pédagogique. Je connais très peu d'enseignants pervers. Ça doit exister, hein. Mais c'est pas si un enseignant qui va dire « moi, je vais le harceler pour le faire souffrir ». Non. Parfois, cette tendance qu'on a à faire rire quelqu'un qui va vivre comme du harcèlement, mais c'est le même mécanisme. Il faut qu'on protège les émotions. Alors, pour parler plutôt des comportements entre adultes, et donc là, dont un adulte se rend coupable, je vais juste évoquer en quelques mots comment Fortis, BNP Paribas Fortis, hein, la banque a mis en place le même dispositif. Donc, ils ont demandé d'agir pour mettre en place un dispositif de prévention du harcèlement, parce qu'ils craignent comme la peste un harcèlement sexuel. Ils savent que ce serait vraiment très mauvais pour l'image de la banque, et donc ils nous disent, est-ce que vous ne voulez pas mettre en place un dispositif qui permet d'éviter toutes les formes de harcèlement, et notamment le harcèlement sexuel. Et à Fortis, par exemple, actuellement, dès que quelqu'un exprime une émotion, eh bien, tout de suite, son comportement, on ne va pas faire une enquête. Si vous dites, je suis en colère parce qu'on plonge dans mon décolleté, eh bien, on ne va pas vérifier la taille de votre décolleté ou le niveau du plongeon. On dit simplement, le comportement est rangé comme étant un comportement vécu comme intrusif. Je suis en colère parce qu'on m'appelle ma petite chérie. Comportement vécu comme inapproprié. Ou je suis dégoûté parce qu'il y a des plaques salaces, comportement vécu comme inconvenant. Inconvenant, inapproprié, intrusif, c'est les comportements inacceptables. Et ça suppose, et c'est là où j'en viens aussi à ce qu'on fait dans les écoles quand on met en place ces procédures, ça suppose dans un premier temps un recadrage souple. C'est-à-dire qu'en fait, on va simplement dire à la personne,
le N+1 ou le N+2 va lui dire, écoute, tu es un collaborateur fiable, on n'a jamais de souci avec toi et on sait que tu vas tenir compte de ce qu'on va te dire ici, mais tu dois savoir qu'il y a un comportement chez toi qui est mal vécu par une personne, je vais te demander d'en tenir compte. C'est ça un recadrage souple, on vous considère comme étant quelqu'un capable de réagir. Vous savez que dans 95% des cas, le recadrage souple suffit. Il reste 5% des cas, soit la personne va se plaindre auprès de la personne qui a révélé sa difficulté en lui disant « toi, j'ai pas apprécié ce que tu as dit », etc. Soit elle intensifie ses comportements, là c'est un recadrage ferme, on lui dit « écoute, il y a une campagne 100% respect, ce sont les valeurs de l'entreprise, si tu n'es pas en accord avec elle, tu ne sauras pas continuer avec nous ». C'est exactement la même chose avec un enseignant, sauf si on est dans des situations dans lesquelles il y a des infractions à la loi. Je me souviens d'un espace de parole régulé dans une école en Belgique d'équitation, où un élève dit « moi j'ai peur parce qu'on reçoit des coups de cravache ». Un deuxième dit la même chose. Là, l'enseignant dit « stop, désolé, les coups de cravache c'est interdit légalement, je suis obligé d'en faire part ». Dès que vous avez des agressions qui sont liées à la loi, on n'est plus dans des espaces de parole régulés, on est dans un rappel de la loi. Et donc, il faut pouvoir simplement avoir des endroits où ça se révèle. Quand un élève dit, y compris à son parent, « je suis en difficulté parce que cet enseignant me fait peur », par exemple, ou il me met en colère parce qu'il se moque de moi devant la classe, on doit pouvoir signaler l'émotion, supposer un recadrage souple dans un premier temps, et si le recadrage souple ne produit pas d'effet, demander un recadrage ferme. Mais on est dans le même registre, parce que ces mécanismes-là, effectivement... Alors, vous parlez des enseignants harceleurs. Si vous regardez le livre, vous verrez aussi ce qui existe aussi très souvent, des enseignants harcelés. Je peux vous assurer qu'il y a des enseignants, et je me souviens d'ailleurs d'une école dans laquelle on avait mis en place ces outils, une école d'enseignement professionnel, où une enseignante, à un moment donné, lève son doigt, et puis dit, voilà, c'est très bien ce que vous faites pour les élèves. Elle dit, mais moi, je suis harcelée. Elle dit, elle était prof d'esthétique ou un truc comme ça, et elle dit, c'est épouvantable ce que je vis dans ma classe. Et elle continue en disant, et mes collègues ne me soutiennent absolument pas. Et alors elle commence, et effectivement, ça devient très tendu, parce qu'elle explique, elle dit, il faut savoir qu'il y a des enseignants ici, des collègues à moi, qui pensent que je bois. Certains disent que je ne suis pas faite pour l'enseignement, que je fais n'importe quoi, que... Alors, vous imaginez, la tension devient terrible. Et donc, on dit, espace de parole régulé, stop, on va le faire entre nous. Comme ça, vous verrez comment ça fonctionne. Bon, on fait de la même façon, je me souviens, elle prend 3 émoticônes. Tristesse, colère, peur. Et elle parle pendant à peu près 20 minutes avec son bâton de parole en expliquant qu'en fait elle est triste parce qu'elle va devoir renoncer à l'enseignement, parce que c'est épouvantable pour elle, mais que c'était une vocation, mais qu'elle est terriblement triste, qu'elle est en colère parce qu'elle commence à haïr un certain nombre d'élèves, elle s'en rend compte, et qu'elle a peur parce que quand elle ouvre la porte, elle ne sait pas ce qu'elle va voir derrière. Elle parle pendant 20 minutes. Je peux vous assurer qu'il y a des enseignants qui avaient les larmes aux yeux. Jamais on laisse quelqu'un parler 20 minutes de ses émotions. Et surtout quand je vais utiliser la 3e et la 4e règle. C'est-à-dire au lieu de faire des propositions. Je crois que bien en mal d'ailleurs. Hein. Un enseignant chahuté, c'est quelqu'un qui est isolé dans sa classe et il y a peu de support pour lui. Je peux vous assurer que c'est un métier à ce niveau-là très très pénible. Mais lorsque je demande simplement aux autres, et non certains qui pleuraient, qu'est-ce qu'on peut faire pour votre collègue, j'ai vu apparaître la première véritable sanction collective. C'est-à-dire pas une sanction prise par une personne vis-à-vis d'un collectif d'élèves, mais l'ensemble des enseignants qui sont descendus dans la classe, qui ont dit, voilà, on ne supporte plus la façon dont vous traitez une de nos collègues. On est payé pour donner cours, on donnera cours jusqu'à la fin de l'année, mais on ne répond plus à aucune de vos questions tant qu'elle est encore dans cette situation-là. Là, je peux vous assurer que ça a très très vite changé, parce que c'est encore une question de rapport de pouvoir. Le rapport de pouvoir a changé, et là, la classe s'est dit, bon, c'est plus le quart d'heure de continuer, et ça s'est bien passé, mais ce sont les situations qui se mettent en mouvement à partir de l'expression d'une émotion. Et donc on est dans les mêmes registres toujours, soit on exprime des émotions, soit on prend des sanctions s'il y a une transgression vis-à-vis d'une loi. Mais c'est les mêmes mécanismes, enfin tout ça est développé dans le livre, hein, si vous êtes intéressé par le harcèlement de l'enseignant ou le harcèlement vécu par l'enseignant. Vous parlez juste du phénomène de meute, oui. Des réactions, ça m'intéresse. Ce phénomène de meute va faire une accumulation, le 1 va faire plus 1, on va faire des maths, hein, exponentielle, donc ça va réveiller des proportions possibles. Et c'est des choses qui existent dans tout type d'environnement. Oui, tout
à fait. D'où des environnements aussi qui sont délétères de par leur spécificité. Donc comment on interagit dans ce genre de... Alors, il faut savoir que l'agression de meute, elle a toujours un élément qui déclenche le phénomène de meute. Par exemple, l'envie. Si vous avez suscité l'envie autour de vous, la meute va vous déchiqueter sans la moindre réserve. Parce que tout le monde est préparé à se dire « Waouh, elle est tombée de son piédestal, on va y aller ». Et toute l'envie que vous avez suscitée, elle va être transformée en énergie négative dans ces cas-là. Alors la meute, on ne maîtrise pas son comportement parce que c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est lui. Il faut savoir que dans une meute, on ne sait pas très bien qui intervient de manière la plus massive. Il faut savoir que ceux qui payent très cher l'addition, lorsqu'il y a par exemple un passage à l'acte suicidaire, ce ne sont pas les agresseurs principaux. Eux, ils sont relativement protégés par le fait qu'ils ont gelé leurs neurones miroirs, en gros. Je me souviens quand j'interrogeais les élèves pour savoir mais comment vous vivez les choses depuis que la personne s'est donné la mort, les agresseurs directs vous sortaient des horreurs, du style « il a bien fait de se foutre en l'air, c'était un con ou c'était une conne ». Alors, on peut évidemment être choqué, hein, et je me souviens de cette maman qui me disait, mais ils sont venus à la morgue, la classe de ma fille s'est pendue, ils sont venus à la morgue, et les agresseurs les plus directs ont montré la trace de la corde en rigolant. Donc évidemment que c'est choquant, mais c'est ça, avoir gelé ces neurones miroirs, et dans un phénomène d'agression aussi lourd, c'est la seule façon de tenir debout. Ceux qui craquent tout de suite dans une meute, c'est ceux qui ont liké, qui ont partagé, qui ont regardé et qui ne sont pas intervenus, ou qui en ont rajouté une couche, qui ont souri bêtement d'une blague, etc. Ceux-là, ils craquent dès le premier entretien parce qu'ils n'ont pas gelé leurs neurones miroirs. Et donc, il faut savoir qu'une agression de meute, on a toujours intérêt, tous, à mettre en place une prise de conscience au niveau émotionnel. Tout le monde y gagne, y compris et surtout ceux qui sont dans la meute, qui n'interviennent pas tous de la même façon. C'est d'ailleurs pour ça que les enquêtes sur le harcèlement sont si décevantes. Parce que on enquête et puis ça termine très souvent par des non-lieux. Et c'est pour ça qu'il faut coupler ça à une réponse pédagogique. Et la justice, c'est lent et ça peut être très décevant quand on vous dit les responsabilités, vous savez, elles sont partagées entre 15-20 personnes. Qui a envoyé le premier message? Qui a liké en premier? Ouais, mais là, il a liké, il a mis un commentaire bien pire que celui qui était... Et donc, vous ne savez plus déterminer qui est responsable. C'est ce qui fait que les agressions sur les réseaux sociaux sont aussi virulentes. Phénomène de meute, ce qu'on appelle l'effet cockpit. On appelle ça effet cockpit parce que la personne qui a lancé la bombe atomique, lorsqu'elle est sortie de son avion, on lui a demandé « ça va ?» Il dit « bah oui, ça va, je suis un peu tracassé parce que je n'ai pas payé la dernière traite de mon frigo ». Après, il a fait effectivement une névrose carabinée, mais au début, vous ne voyez pas les effets de ce que vous produisez. Vous êtes dans votre cockpit. Vous êtes devant votre écran, vous envoyez vos messages, tout le monde se marre, vous envoie des smileys pour dire, des petits pouces levés pour dire que c'est génial ce que vous venez de faire comme blague vis-à-vis de l'autre. Vous êtes dans votre cockpit. C'est le même mécanisme. L'autre effet mandarin chinois. C'est-à-dire, en gros, vous ne voyez pas le visage des gens que vous agressez. Chez un être humain, ce qui permet d'éviter et qui met un frein à l'agression, c'est le fait de voir le visage. On appelle ça l'effet mandarin chinois parce que, imaginez, je vous dis, voilà, il y a un petit bouton rouge ici, vous appuyez dessus, vous allez devenir instantanément terriblement riche. Et vos proches vont avoir une santé garantie jusqu'à la fin de votre vie. Mais un mandarin chinois va exploser de l'autre côté de la planète au moment où vous appuyez. On ne connaît pas le mandarin chinois, on s'en fout, la plupart des gens appuient dessus. On fait la même expérience avec la photo du mandarin chinois. On vous dit c'est ce mandarin chinois-là qui va exploser. Il y a déjà beaucoup moins de personnes qui appuient sur le bouton. Troisième expérience avec le mandarin chinois à côté de toi. Plus personne n'appuie. Le fait de voir le visage de celui qu'on va agresser, et dans les réseaux sociaux, sur les écrans, on ne le voit pas, les visages. Et donc vous avez effet de meute, effet mandarin chinois et effet cockpit qui fait que les agressions sont d'une virulence beaucoup plus forte que ce qu'on voyait. Même si il faut être très très prudent avec la virulence. C'est surtout notre sensibilité qui a changé. Prendre une scène, un enfant mis sur une planche, tout nu, et on l'enduit de matière fécale, et on met son slip dans sa bouche, et toute la classe crache dessus. C'est bien ou c'est pas bien? C'est pas terrible, hein, effectivement. Pourtant, si vous avez lu La guerre des boutons, vous avez lu cette scène parmi 17 scènes qui sont
insoutenable pour n'importe quel parent actuel. Pourtant, Prégaud, qui a écrit La guerre des boutons, ne l'a pas fait pour dénoncer le harcèlement. Au contraire, il voulait montrer une enfance jubilatoire, des enfants qui jouent à la guerre et comment ils s'amusaient effectivement. Les parents, à l'époque, punissent leurs enfants, non pas parce qu'il y a eu du harcèlement ou de la souffrance, mais parce qu'on a dû repayer des boutons, parce qu'ils ont salopé leurs boutons. Et les enseignants ne sont absolument pas soucieux de contrôler quoi que ce soit. Il y a un grand discours du directeur de l'école à la fin qui dit « Attention, arrêtez de haïr les enfants du village voisin, il faut qu'on prépare une guerre, donc gardez votre haine pour les Allemands. » C'est ça, la réaction de l'école. Il n'y a pas de souffrance, parce que, effectivement, vous étiez à l'époque humilié quand vous étiez pris par les enfants du village voisin, mais héroïsé dans votre propre groupe. Maintenant, vous êtes humilié dans la vie réelle et humilié une deuxième fois sur l'espace virtuel. Et donc, il n'y a plus d'espace d'héroïsation et on est dans des dynamiques différentes. Donc, il faut bien comprendre que les mécaniques changent, qu'il y a, heureusement, je pense que c'est quand même quelque chose de positif, une sensibilité à la souffrance de l'enfant qui est exacerbée par rapport à ce qu'on a connu dans des générations antérieures, et que, effectivement, et c'est pour ça que c'est important de ne pas ajouter à la violence du monde le fait de mal nommer les choses. Qu'on arrête avec le mot harcèlement, qu'on parle plus de la manière dont l'affectivité de l'enfant ou de l'adolescent se met en jeu. Ce sera des rapports beaucoup plus harmonieux qui seront mis en place avec l'école, plutôt que cette bagarre autour du harcèlement, avec certaines écoles qui disent « Oui, mais cette maman ou ce papa, il crie harcèlement parce que c'est son petit, il n'y a pas de quoi en faire un... » Et c'est parti, on est dans le jugement et là vous êtes dans la tension. Il faut vraiment... c'est positif qu'on soit sensible aux émotions de chacun, à une seule condition, qu'on accepte quand même que pour vivre humainement dans un espace social, quel qu'il soit, que ce soit la famille ou l'école, il faut que l'enfant vive toutes les émotions. Si vous êtes parent et que vous dites « il faut que mon enfant soit tout le temps content », moi je ne supporte pas quand il est triste, ce sera intenable pour vous, y compris à la maison. Nos enfants doivent vivre toutes les émotions. S'ils sont tout le temps dans la joie continue, c'est la seule façon de faire des parfaits crétins. Parce que, et c'est aussi la trouvaille de vice-versa, c'est que si vous n'avez pas la tristesse, si vous n'avez pas la peur, vous n'aurez pas la pensée humaine qui va se nourrir de ces différentes émotions pour se construire. La joie continue. Il faut de la joie de temps en temps, mais pas que la joie. Ça ne permet pas à une personne de construire des pensées réelles, parce qu'il faut traverser toutes les émotions. Et donc c'est vraiment important. C'est pour ça qu'on parle de climat de classe. C'est pour ça qu'on parle effectivement de difficultés émotionnelles intenses. Et que lorsqu'il y a des difficultés émotionnelles, il faut le dire à l'école pour éviter que l'enfant se pose des mauvaises questions ou qu'il soit soumis à des sentiments qui lui rendent l'école impossible à vivre. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour cette conférence. Brillant.